Une petite fille mendiant s'est introduite dans la chambre d'hôpital d'un millionnaire et a crié « Ne tuez pas mon papa » quelques minutes plus tard. Tout le monde a été choqué par ce que la fille a révélé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de l'après-midi se reflétait sur les eaux calmes tandis que le yacht de Gideon fendait doucement les vagues. Grand et athlétiquement bâti, le milliardaire de 35 ans tenait sa petite Amara qui fêtait son premier anniversaire ce jour-là. Colette, son épouse, dressait la table pour une collation sur le pont, jetant de temps à autre des regards inquiets vers l'horizon. Avec ses cheveux noirs légèrement ébouriffés par la brise marine, Gideon s'approcha du grand panier de pique-nique qu'il avait apporté, spécialement renforcé et imperméable, rempli de fruits et de friandises. « Regarde cette princesse, quel beau panier, papa a apporté. Tu ne veux pas jouer un peu avec les fruits pendant que nous préparons ta surprise ?» murmura-t-il en remarquant comment sa fille se tortillait sur ses genoux, étirant ses petits bras vers les pommes rouges brillantes. Gideon plaça doucement Amara à l'intérieur du panier, la regardant immédiatement attraper une pomme avec ses petites mains potelées. La robe blanche avec broderie dorée, un cadeau de Colette, scintillait sous le soleil de l'après-midi tandis que le bébé jouait dans son nouvel espace de jeu. Colette s'approcha, passant une mèche de ses cheveux bruns derrière son oreille. Son expression était partagée entre la tendresse de voir sa fille si heureuse et l'inquiétude face aux nuages sombres qui commençaient à se former au loin. « Gideon, tu vois ces nuages sombres? Peut-être devrions-nous retourner au port » suggéra-t-elle d'une voix douce, portant une note d'appréhension. « Amara peut jouer à la maison. » Avec un sourire confiant, Gideon étreignit son épouse par les épaules, ses yeux fixés sur sa fille qui essayait maintenant d'empiler des oranges. La brise marine se renforçait, ébouriffant davantage ses cheveux noirs, mais son expression restait sereine, presque présomptueuse. Colette savait que cette apparence était la même qu'il arborait chaque fois qu'il était absolument sûr de lui. « Chérie, j'ai navigué ces eaux pendant 20 ans. Je connais chaque humeur de la mer, chaque motif de nuage. Nous avons au moins 1 heure avant que la pluie n'arrive, plus que suffisant pour notre petit pique-nique, le rassura-t-il en embrassant le front de sa femme. De plus, regarde comme notre petite princesse est heureuse. As-tu déjà vu qu'elle soit aussi divertie par quelque chose ? Ajouta-t-il en pointant Amara qui riait seule dans le panier. Le vent augmentait progressivement en intensité, apportant avec lui l'odeur caractéristique d'une tempête. Colette regardait sa fille jouer tout en arrangeant nerveusement la nappe qui essayait de s'envoler. Les nuages sombres avançaient plus rapidement que Gideon ne l'avait prévu et les premières vagues plus fortes commençaient à faire tanguer le yacht. « Gideon, s'il te plaît, rentrons à l'intérieur. Mon cœur est serré, je n'ai jamais vu le temps changer aussi rapidement » implora Colette, sa voix tremblant légèrement alors qu'elle s'accrochait au bord de la table pour garder son équilibre. Pour la première fois depuis qu'ils avaient aperçu les nuages, Gideon ressentit une pointe de préoccupation. Le balancement du yacht avait considérablement augmenté ces dernières minutes et maintenant de petites éclaboussures d'eau salée commençaient à mouiller le pont. Amara, ignorant la tension croissante, continuait de jouer à l'intérieur du panier, laissant de temps en temps échapper des cris de joie lorsque le bateau tanguait plus fort. « D'accord, tu gagnes, je vais chercher Amara et nous rentrerons à l'intérieur. Mais ne t'inquiète pas » déclara-t-il, sa phrase interrompue par une vague particulièrement forte qui heurta le yacht. L'impact de la vague fit pencher brusquement le bateau. Colette cria, s'accrochant à la rambarde de sécurité alors que les assiettes et les couverts glissaient sur la table pour s'écraser sur le pont. Gideon tenta de garder son équilibre, ses pieds glissant sur le sol mouillé alors qu'il luttait pour atteindre le panier où Amara jouait encore. « Non !» cria Colette, sa voix déchirante alors qu'une deuxième vague, encore plus forte, frappait le yacht. Le panier avec Amara à l'intérieur commença à glisser sur le pont mouillé vers le bord. Tout cela se produisit en quelques secondes. Gideon se jeta vers le panier, ses doigts effleurant le bord du matériau imperméable, tentant désespérément de l'attraper. Colette, paralysée de terreur, ne pouvait que crier le nom de sa fille alors qu'elle regardait le panier glisser hors du bateau. Le son du panier frappant l'eau était étouffé par le rugissement du vent et les cris désespérés des parents. « Amara, ma fille !» Le cri anguissant de Colette se mêla au rugissement du désespoir de Gideon alors qu'il regardait le panier s'éloigner rapidement, emporté par la force du courant marin croissant. La tempête approchait rapidement, transformant le ciel en une masse sombre et menaçante. Gideon arracha sa veste dans un mouvement brusque, se préparant à plonger pour sa fille. Mais Colette attrapa son bras avec une force qu'il ne connaissait pas, le désespoir gravé sur son visage, mouillé par les larmes et les éclaboussures des vagues qui maintenant assaillaient furieusement le yacht. «
Non, tu vas mourir si tu sautes dans cette mer. Nous devons appeler à l'aide maintenant, cria-t-elle, sa voix rauque de terreur alors qu'elle regardait le panier dériver de plus en plus loin, tanguant violemment parmi les vagues. Le vent hurlait autour d'eux, portant les premières fortes gouttes de pluie. Gideon luttait contre l'emprise de sa femme, ses yeux fixés sur le panier qui flottait encore, protégé par le matériau imperméable qu'il avait choisi avec tant de soin. La robe blanche d'Amara était toujours visible à travers l'ouverture, la broderie dorée reflétant les derniers rayons de lumière qui parvenaient à percer les nuages orageux. « Laisse-moi partir, Colette. Notre fille est là, rugit-il, sa voix se brisant en sanglots désespérés alors qu'il tentait de se libérer. Une vague gigantesque s'éleva entre eux et le panier, bloquant momentanément leur vue. Lorsque l'eau se retira, le panier avait disparu. Colette poussa un cri qui semblait déchirer son âme, ses genoux fléchissant alors qu'elle s'effondrait sur le pont mouillé. Gideon profita de cette occasion pour se libérer, courant vers le bord du yacht. Les vagues étaient maintenant furieuses comme des montagnes d'eau et la pluie tombait à pleine force, créant un rideau liquide qui rendait presque impossible de voir au-delà de quelques mètres. Amara, Amara, son cri désespéré fut englouti par le rugissement assourdissant de la tempête. Le yacht tanguait violemment, projetant Colette de côté en côté alors qu'elle essayait de se relever, ses yeux piqués par l'eau salée et les larmes, mais elle ne pouvait détacher son regard de la vue de son mari se penchant sur la rambarde, cherchant frénétiquement le moindre signe de leur fille. La culpabilité et le désespoir irradiaient de lui en vagues presque aussi fortes que celles qui maintenant assaillaient le bateau. « Tu disais que tu connaissais la mer, tu disais que nous avions le temps », cria-t-elle, sa voix chargée d'une accusation qui fit frissonner Gideon, comme s'il avait été giflé. Avec un dernier regard désespéré vers le panier émergeant brièvement entre les vagues imposantes, désormais à une distance impossible d'atteindre, Gideon sentit son monde s'effondrer. La tempête était maintenant pleinement formée, transformant l'après-midi en une obscurité prématurée, fendue seulement par les éclairs qui commençaient à traverser le ciel. Colette s'était traînée jusqu'à la rambarde et était maintenant à ses côtés, toutes deux paralysées par la vue de leur plus grand trésor emporté par la fureur implacable de la mer. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ? Que je fais à notre petite fille ?» murmura-t-il, sa voix brisée à peine audible au milieu du chaos de la tempête. Le yacht tanguait avec une violence croissante et la pluie tombait maintenant en rideaux denses qui rendaient impossible de voir au-delà de la proue. Le désespoir de Colette se transforma en fureur lorsqu'elle vit Gideon grimper sur la rambarde de sécurité, clairement intentionné à sauter. Elle le tira en arrière de toutes ses forces et elles tombèrent toutes les deux sur le pont trempé. « Si tu sautes, je te perdrai, nous perdrez toutes les deux. »« je ne peux pas vous perdre toutes les deux, » supplia Gideon. « S'il te plaît, Gideon, appelle à l'aide. Ils peuvent trouver notre fille, » cria-t-elle, paniquée, frappant la poitrine de son mari alors qu'elle sanglotait de manière incontrôlable. La supplique désespérée de Colette flottait encore dans l'air lorsque Gideon, dans un mouvement rapide et inattendu, parvint à se libérer de ses bras avant qu'elle ne puisse réagir. Il avait déjà sauté par-dessus la rambarde de sécurité et s'était précipité dans la mer agitée. L'impact avec l'eau glacée était comme des milliers d'aiguilles perçant sa peau, mais le désespoir de retrouver sa fille était plus fort que toute douleur physique. Alors qu'il luttait contre la première vague qui tentait de le repousser vers le yacht, il pouvait entendre les cris anguissants de Colette se mêler au rugissement de la tempête. « Tu ne peux pas m'arrêter, Colette. Je ne peux pas laisser notre fille seule dans cette mer, » cria-t-il, sa voix presque étouffée par les vagues qui commençaient à l'engloutir. Une vague massive souleva Gideon à plusieurs mètres au-dessus du niveau de la mer. Pendant un bref instant suspendu dans les airs avant la chute, il aperçut le panier flottant à quelques dizaines de mètres de distance. Son cœur battait la chamade alors qu'il distinguait la lueur dorée de la robe brodée d'Amara, toujours visible malgré la pluie torrentielle. La chute fut violente et la force de l'eau faillit lui ôter tout son souffle, mais la vue de sa fille renouvela sa force. « J'arrive, ma chère, papa vient te chercher », cria-t-il en avalant de l'eau salée alors qu'il combattait le courant qui tentait de le tirer dans la direction opposée. Les muscles de Gideon brûlaient sous l'effort surhumain de nager contre les vagues, chaque coup de bras étant une bataille contre la force de la nature qui semblait déterminée à l'empêcher d'atteindre sa fille. L'eau glacée commençait à engourdir ses membres, mais la peur de perdre Amara pour toujours le poussait à avancer loin du yacht. Les cris de Colette s'estompaient de plus en plus, presque inaudibles au milieu du chaos de la tempête. « Encore un peu, encore quelques mètres, je ne renoncerai pas à toi, princesse », murmura-t-il entre des souffles haletants, ses dents claquant violemment sous le froid. Une succession de vagues immergea complètement Gideon, le jetant dans différentes directions comme s'il ne pesait pas plus qu'une feuille.
Lorsqu'il parvint enfin à refaire surface, toussant et s'étouffant avec l'eau salée, il réalisa qu'il avait perdu toute notion de direction. La pluie tombait maintenant avec une telle intensité qu'elle formait un rideau presque solide, limitant sa visibilité à quelques mètres seulement. La panique commença à s'installer alors qu'il réalisait qu'il ne pouvait plus localiser ni le panier ni le yacht. « Amara, où es-tu » Son cri désespéré fut englouti par le rugissement assourdissant du vent. Les bras de Gideon commençaient à fléchir, chaque mouvement devenant plus lourd que le précédent. L'eau glacée pénétrait jusqu'à ses os et ses pensées devenaient confuses. Une vague particulièrement forte le fit tourner plusieurs fois sous l'eau. Lorsqu'il parvint à refaire surface, il aperçut brièvement le panier illuminé par un éclair. Le rugissement d'un moteur perça momentanément le bruit de la tempête. À travers le rideau de pluie, Gideon vit un yacht plus grand approcher. Son corps ne répondait plus correctement aux commandes et il parvint à peine à garder la tête hors de l'eau. L'épuisement commençait à dominer sa détermination, mais même ainsi, lorsqu'il vit un gilet de sauvetage que l'équipage du yacht avait jeté à quelques mètres de lui, il se tourna dans la direction opposée, essayant de nager vers l'endroit où il avait vu le panier pour la dernière fois. « Je ne peux pas revenir sans elle, ma fille est là-bas, seule », cria-t-il de sa voix faible et hésitante, à peine audible entre ses dents claquantes. L'eau glacée semblait maintenant percer sa peau comme des milliers d'aiguilles de glace. Ses jambes ne bougeaient plus correctement et chaque coup de bras nécessitait un effort monumental. Gideon pouvait entendre des voix crier depuis le yacht qui tentait de le secourir, mais leurs mots étaient engloutis par le vent furieux. Un autre éclair illumina le ciel. Pendant une seconde, il pensa voir le panier, mais en clignant des yeux, il réalisa que ses yeux le trompaient. « Je ne peux pas perdre de vue ma petite princesse », murmura-t-il alors qu'une vague particulièrement forte le poussait sous l'eau. Lorsque Gideon refit surface, toussant et s'étouffant avec l'eau salée, il réalisa qu'il ne pouvait plus sentir ses doigts et ses orteils. Le froid s'était propagé dans tout son corps comme un venin paralysant, où pour la première fois depuis qu'il avait sauté dans la mer, la peur de la mort commença à s'insinuer dans son esprit. Une voix intérieure, étrangement semblable à celle de Colette, criait dans ses rêves qu'il devait survivre s'il voulait avoir une chance de retrouver Amara. Mais comment puis-je revenir sans elle? Comment puis-je l'abandonner dans cette mer? Sanglota-t-il alors qu'une autre vague le submergeait violemment. Cette fois, Gideon mit plus de temps à refaire surface, ses mouvements étaient lents et déscoordonnés et le poids de ses vêtements trempés semblait le tirer vers le fond. Le yacht de secours s'était rapproché et il pouvait maintenant entendre clairement les cris de l'équipage. Une nouvelle bouée tomba près de lui. Cette fois, lorsqu'il tenta de nager vers elle, son corps ne répondit tout simplement plus. « Je suis désolé, ma fille. Je suis désolé, je promets que je te retrouverai », murmura-t-il alors que sa force l'abandonnait enfin. Le moment où ses mains touchèrent le gilet de sauvetage fut comme une admission de défaite qui déchira son âme, mais il savait qu'il serait beaucoup plus facile de retrouver la fille avec un yacht qu'en nageant, augmentant ainsi les chances de retrouver sa fille. L'équipage du yacht commença à le tirer à bord et chaque mètre qu'il s'éloignait de la direction où il avait vu le panier pour la dernière fois était une nouvelle blessure dans son cœur. La pluie continuait de tomber sans relâche et les éclairs illuminaient maintenant une mer complètement vide, sans signe du panier ni de sa précieuse occupant. Colette avait raison, je devrais avoir écouté, répéta-t-il dans un mantra angoissé alors qu'il était hissé en sécurité sur le bateau. Dès que ses pieds touchèrent le pont du yacht de secours, Gideon tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent immédiatement. Deux membres de l'équipage le retinrent alors qu'il luttait frénétiquement, ses yeux vitreux fixés sur l'horizon orageux où le panier avait disparu. Quelqu'un plaça une couverture sur ses épaules, mais il ressentait à peine le tissu, son corps complètement engourdi par le froid et le désespoir. De l'autre côté du pont, il pouvait entendre la radio crépiter avec des appels de détresse et des coordonnées transmises. « S'il vous plaît, appelez plus de bateaux, elle est quelque part là-bas. Ma fille est là-bas, » implora-t-il, sa voix se brisant en sanglots alors qu'il regardait les premiers bateaux de secours traverser les vagues géantes. Le yacht où Colette se trouvait parvint encore à se rapprocher suffisamment pour qu'elle puisse sauter sur le grand navire avec l'aide de l'équipage. En voyant l'état de son mari, grelottant violemment et les lèvres violettes, elle tomba à genoux à ses côtés, l'enveloppant dans une étreinte désespérée. Les larmes de Colette se mêlaient à l'eau de mer toujours dégoulinant des cheveux de Gideon tandis que les éclairs continuaient de déchirer le ciel, illuminant brièvement les bateaux de secours qui se dispersaient dans différentes directions. « Ils doivent la trouver, Gideon, ils doivent la trouver », murmura-t-elle, mais sa voix trahissait le même désespoir qui commençait à consumer son cœur.
Le temps semblait s'étirer alors que davantage de navires rejoignaient la recherche, mais la tempête ne faisait qu'intensifier, les vagues devenant de véritables montagnes d'eau qui rendaient même les plus grands bateaux minuscules. Gideon regardait impuissant les bateaux de secours combattre la fureur de la mer, leurs feux de recherche coupant l'obscurité en motifs frénétiques. La radio crépitait avec des rapports de plus en plus décourageants, chaque mot une nouvelle blessure dans sa poitrine déjà déchirée. « C'est juste un bébé, mon Dieu, c'est juste un bébé, seul là-bas », répétait-il en serrant la main de Colette avec une telle force que ses doigts déjà engourdis faisaient mal. Un coup de tonnerre particulièrement fort secoua tout le navire. Pendant un instant, le ciel fut aussi lumineux que le jour avec l'intensité de l'éclair. Dans ce bref instant de clarté, Gideon vit quelque chose qui glaça son sang. Les bateaux de secours commençaient à faire demi-tour vers le port, la tempête étant devenue trop féroce pour continuer la recherche sans risquer davantage de vie. Les voix à la radio parlaient maintenant toutes de retrait, d'abandon. « Non, tu ne peux pas arrêter, ma fille est là-bas. Tu ne peux pas abandonner », hurla-t-il en essayant de se relever à nouveau, seulement pour être retenu par Colette et l'équipage. Le dernier bateau de secours finit par se rendre à la fureur de la tempête, ses lumières rejoignant la procession en revenant au port. La pluie continuait de tomber en rideaux denses, mais maintenant, il n'y avait plus rien à chercher. Gideon sentit quelque chose en lui se briser pour de bon alors que la dernière lumière disparaissait dans l'obscurité. À ses côtés, Colette sanglotait silencieusement, son corps tremblant autant que le sien. « Comment puis-je vivre en sachant que j'ai abandonné notre fille ?» murmura-t-il, sa voix aussi brisée que son âme, alors que le yacht coupait les vagues en direction du port, laissant quelque part dans cette immensité déchaîner sa petite Amara. Le retour au port semblait une torture sans fin, chaque mètre s'éloignant de la zone de recherche étant comme une nouvelle blessure dans le cœur de Gideon. Colette s'était recroquevillée dans un coin du pont, son regard perdu dans l'obscurité derrière eux, chuchotant de temps en temps le nom de leur fille comme une prière silencieuse. L'équipement de communication du yacht continuait de diffuser des avertissements sur la détérioration des conditions météorologiques, mais Gideon enregistrait à peine les voix mécaniques énonçant l'évidence. « Si seulement je pouvais revenir dans le temps, si seulement je l'avais tenu plus fort », murmura-t-il à plusieurs reprises, ses mots se perdant dans le hurlement implacable du vent. La tempête s'était maintenant transformée en une véritable tempête marine, les vagues s'écrasant contre la coque du yacht avec une force suffisante pour faire trembler toute la structure et la pluie tombant avec une telle intensité qu'elle créait un rideau presque solide autour d'eux. Les quelques bateaux de secours qui maintenaient encore un contact radio rapportaient des conditions de navigation impossibles. Gideon, toujours violemment tremblant sous la couverture trempée, sentait chaque muscle de son corps crier de douleur et d'épuisement. Elle doit être si froide, cette petite robe ne la protégera pas de cette tempête. Pourquoi ne l'ai-je pas tenue plus près de moi ? Sa voix étranglée pouvait à peine former des mots entre les sanglots. L'obscurité était maintenant presque absolue, brisée seulement par les éclairs qui continuaient de déchirer le ciel à des intervalles de plus en plus courts. Colette se traîna jusqu'à Gideon, l'enveloppant dans une étreinte désespérée qui semblait plus une tentative de l'empêcher d'essayer un autre sauvetage suicidaire qu'un geste de réconfort. Ses yeux rouges et gonflés reflétaient la même terreur qui consumait son âme. La tempête rugissait autour d'eux comme une bête affamée, engloutissant tout espoir qu'il pourrait encore avoir de trouver Amara cette nuit-là. Comment allons-nous survivre à cela, Gideon ? Comment allons-nous nous réveiller demain en sachant que notre petite fille est perdue en mer ? Demanda Colette, sa voix se brisant en sanglots qui semblaient venir des profondeurs de son âme. Le dernier rapport des bateaux de recherche parvint sur la radio, son message cruel coupant l'air comme une lame. Tous les navires font demi-tour, l'opération de sauvetage est officiellement suspendue jusqu'à ce que les conditions météorologiques s'améliorent. Gideon sentit sa dernière force l'abandonner. À l'instant où il entendit ces mots, son corps glissa sur le pont du bateau de secours et même les bras de Colette ne purent le retenir cette fois. Les larmes coulant sur son visage se mêlaient à la pluie et à l'eau de mer, créant un amalgame salé de désespoir. Elle me faisait confiance. Ma petite princesse me faisait confiance pour la protéger et j'ai échoué. Je lui ai échoué, murmura-t-il, sa voix disparaissant complètement alors que la culpabilité le consumait comme un poison. Les lumières du port commencèrent à apparaître au loin, clignotant faiblement à travers le rideau de pluie comme les fantômes distants d'une vie normale qui semblait avoir existé des siècles auparavant. Le yacht avançait lentement contre les vagues, chaque mouvement un rappel cruel qu'il laissait Amara derrière eux, seul dans la vaste obscurité de l'océan déchaîné. Colette avait cessé de pleurer, son visage maintenant une masque vide de choc et d'incrédulité, tandis que Gideon, de son côté, ne pouvait détacher son regard de l'obscurité derrière eux, comme par pure volonté,
il pouvait voir à travers la tempête et retrouver sa fille. « Je te trouverai, ma princesse, même si cela prend toute une vie, je te trouverai », promit-il d'une voix basse alors que le yacht approchait enfin du port, laissant quelque part dans cette immensité furieuse le petit trésor qui avait brisé sa vie en morceaux. Le lendemain, le premier rayon de soleil peinait à percer les nuages encore lourds lorsque Delilah arriva à la plage. Ses pas étaient pressés et anxieux alors qu'elle traversait le sable encore mouillé par la tempête de la nuit précédente. À 42 ans, son visage marqué par le soleil et le travail conservait encore une beauté sereine malgré les inquiétudes qui la consumaient. Ce matin-là, les forêts, les filets de pêche laissés à la hâte lorsque la tempête les avait surprises représentaient une bonne partie des moyens de subsistance de cette saison et elle ne pouvait pas se permettre qu'ils soient emportés par la mer encore agitée. Si nous perdons ces filets, nous aurons faim en hiver. Forrest a travaillé si dur pour les acheter, murmura-t-elle pour elle-même, accélérant le pas lorsqu'elle vit les grosses vagues brisées près de l'équipement. Une forte rafale de vent ébouriffa les cheveux grisonnants de Delilah alors qu'elle approchait des rochers où les filets étaient sécurisés. La mer, encore agitée par la tempête de la nuit, rugissait comme si elle était insatisfaite de ne pas avoir pu emporter le matériel de pêche. Avec des mains endurcies par le travail, elle commença à tirer les lourds filets à travers l'eau et le sable, ses muscles protestant sous l'effort, mais des années d'aide à Forrest dans la pêche l'avaient rendue forte. « Colette, aide cette pauvre femme, ces filets sont tout ce que nous avons », murmura-t-elle, sa voix tremblante révélant la peur de perdre ce qu'il possédait. C'est lors d'une pause pour reprendre son souffle que Delilah remarqua quelque chose d'étrange parmi les rochers. Un grand panier était fermement enchevêtré dans les filets, son matériau différent de tout ce qu'elle avait jamais vu sur les plages du village. Elle s'approcha prudemment, le cœur battant, sans savoir exactement pourquoi les vagues brisaient autour d'elle, mouillant sa jupe simple, mais elle remarqua à peine l'eau glacée. Ses yeux étaient fixés sur le panier, qui semblait étrangement intact malgré la violence de la tempête. « Mon Dieu, qu'a apporté la mer cette fois-ci » murmura-t-elle, tendant une main tremblante vers le couvercle du panier. Un son faible, presque imperceptible sous le rugissement des vagues, fit que Delilah resta figée sur place. Son cœur s'arrêta un instant, puis commença à battre si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit le couvercle du panier et sentit l'air quitter ses poumons. Là, blottie et grelottante, se trouvait un bébé. L'enfant portait une délicate veste blanche brodée d'or, maintenant trempée par l'eau de mer, ses petites lèvres étaient violettes de froid, mais elle était vivante. « Notre bénie dame, c'est un miracle, un vrai miracle », s'exclama Delilah, les larmes commençant à couler sur son visage marqué par le temps. Dans un mouvement rapide, Delilah ôta son châle en laine et enveloppa la petite dans ses bras, qui répondit par un cri faible mais vif. Des années de désir réprimé pour un enfant montèrent en elle alors qu'elle tenait ce petit paquet frigorifié contre son corps. L'instinct maternel longtemps dormant s'éveilla avec une force écrasante. Ses yeux parcoururent la plage jusqu'à ce qu'ils trouvent la silhouette distante de Forrest inspectant les dégâts de son petit bateau. « Forrest, Forrest, viens vite, s'il te plaît », cria-t-elle, sa voix coupant l'air matinal, portant toute l'urgence et l'émotion débordant de son cœur. Forrest leva la tête au son du cri de sa femme et quelque chose dans son ton le fit immédiatement laisser tomber ses outils et courir sur le sable. À 50 ans, son corps conservait encore la force de décennies de travail en mer, bien que ses pas ne soient plus aussi agiles. Lorsqu'il approcha, il vit Delilah agenouillée sur le sable, berçant quelque chose dans ses bras, et son cœur se serra en reconnaissant ce regard, le même qu'elle avait lorsqu'il y a des années, elle avait perdu son dernier espoir de devenir mère. « Delilah, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'as-tu trouvé » Sa voix se brisa dans sa gorge lorsqu'il entendit le cri inimitable d'un bébé. Le visage mat et bronzé de Forrest pâlit en voyant l'enfant dans les bras de sa femme, ses yeux sombres, habitués à lire les humeurs de la mère, maintenant remplis de soucis et de confusion. Delilah leva son regard vers lui, à cet instant, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années, l'espoir. Le bébé se tortillait sous le châle, ses petites mains agrippant le tissu rugueux avec la même poigne qu'elle avait eue pour tenir sa propre veste avant de partir. « Dieu nous l'a apportée, elle est notre ange, regarde comme elle est petite, elle mourra si nous ne l'aidons pas, supplia-t-elle, sa voix chargée d'émotion. « Nous ne pouvons pas, Delilah, » répondit Forrest en passant ses mains calleuses sur son visage marqué par le temps, essayant d'ignorer comment son cœur se serrait devant l'expression suppliante de sa femme. La pauvreté était une compagne constante dans leur vie, chaque jour une lutte pour sécuriser les besoins de base. Le petit bateau endommagé par la tempête serait une autre dépense qu'il ne pouvait se permettre. Tandis qu'il observait la scène, il remarqua quelque chose briller dans le sable près du panier. « Nous avons à peine de quoi nous nourrir. »
Comment allons-nous prendre soin d'un enfant? Argumenta-t-il, sa voix rugueuse trahissant le combat interne entre la raison et l'émotion. Delilah lutta pour se lever, tenant toujours fermement le bébé contre sa poitrine, ses yeux si doux maintenant brillants d'une détermination farouche. Forrest savait bien que c'était le même regard qu'elle avait lorsqu'elle avait décidé de affronter la mer à ses côtés lors des sorties de pêche les plus difficiles. La petite s'abaissait plus près dans son étreinte, comme si elle reconnaissait la chaleur maternelle émanant d'elle. Forrest, Dieu nous a envoyé cet ange à travers la mer, je ne peux pas l'abandonner, déclara-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. La brise marine soufflait plus fort, portant avec elle l'odeur de la tempête persistante dans l'air. Forrest regardait sa femme bercer l'enfant et chacun de ses mouvements semblait si naturel, si juste qu'un instant, il oublia presque toutes les difficultés qu'il devrait affronter. Le bébé avait cessé de pleurer et faisait maintenant de petits bruits contentés, ses yeux luttant pour rester ouverts. Et si sa famille la recherche? Si quelqu'un vient la réclamer? Il essaya de discuter, mais sa résistance commençait à s'effondrer face à la scène qui se déroulait devant lui. Le regard de Delilah se remplissait de larmes tandis qu'elle ajustait le châle autour du petit. Ses doigts touchaient doucement le manteau en sodaine, admirant la délicate broderie dorée qui révélait que l'enfant venait d'une famille aisée. Ensuite, nous retournerons dans la forêt, mais jusqu'à ce moment, nous ne pouvons pas la laisser mourir. La regarder si petite, si sans défense, quel genre de personnes serions-nous si nous leur tournions le dos? Sa voix était à peine un murmure, mais elle portait le poids d'une supplique venue de l'âme. Forrest sentit quelque chose en lui céder alors qu'il regardait une larme rouler sur la joue usée de sa femme. La mer agitée derrière elle semblait un rappel constant du miracle ou de la malédiction qui venait d'entrer dans leur vie. Lentement, il s'approcha, étendant un doigt calleux pour toucher la joue rosée du bébé. Le petit réagit à son toucher en tournant le visage vers lui. À ce moment-là, il comprit qu'il était perdu jusqu'à ce que la tempête soit complètement passée. Seulement jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'elle va bien, murmura-t-il, sachant que ces mots étaient plus une reddition qu'une condition. Delilah serra encore plus fort le bébé, sanglotant de joie. Forrest se pencha pour examiner le panier. C'est alors que ses yeux captèrent un éclat d'or au milieu des cordes du filet. Avec des mouvements discrets, tandis que sa femme était distraite par l'enfant, il ramassa le petit objet, un bracelet en or délicat. Son cœur s'accéléra en lisant le nom d'Amara gravé sur le bijou, les lettres partiellement estompées par l'eau de mer. Sans hésiter, il glissa le bracelet dans la poche de son pantalon usé. « Rentrez à la maison avant qu'elle attrape froid », dit-il en essayant de garder sa voix stable, alors que le poids du secret commençait déjà à peser sur sa conscience. Delilah commença à marcher vers le village, ses pas désormais plus légers malgré sa fatigue. Le bébé s'était endormi dans ses bras, semblant se sentir en sécurité malgré ses vêtements mouillés et le froid. Le soleil avait enfin réussi à percer les nuages, projetant ses premiers rayons dorés sur la plage comme pour bénir ce moment. Nous devons changer ces vêtements mouillés. J'ai encore cette tenue que j'ai faite quand j'avais encore de l'espoir. Sa voix hésita un peu mais ses yeux brillaient d'une joie que Forrest n'avait pas vue depuis des années. Le vieux pêcheur suivait quelques pas derrière sa femme, sa main touchant occasionnellement la poche où il avait gardé le bracelet. Chaque toucher semblait brûler sa conscience, mais quelque chose en lui, peut-être le même instinct qui le guidait lors des tempêtes en mer, lui disait que ce secret devait être gardé. Il observait sa femme murmurer des mots doux à l'enfant endormi. Pour la première fois depuis des décennies, il la voyait comme la jeune femme dont il était tombé amoureux, pleine de rêves et d'espoir. Si cet enfant venait d'une famille riche qui achetait de l'or pour les bébés, cela pourrait être encore une raison de ne pas s'attacher, pensa-t-il, mais au fond de lui, il savait déjà qu'il était trop tard, du moins pour Delilah. Le matin avançait lorsqu'ils gravirent le chemin rocheux vers leur petite maison. La mer restait agitée derrière eux, ses vagues semblant maintenant bercer une berceuse. Forrest jeta un dernier regard en arrière vers le panier toujours coincé entre les rochers et sentit un frisson parcourir son échine. Le bracelet dans sa poche semblait peser une tonne et il savait que ce matin allait changer leur vie pour toujours. « Que Dieu me pardonne pour ce que je suis sur le point de faire », murmura-t-il en suivant sa femme et le petit paquet que le destin, ou peut-être quelque chose de plus puissant, avait placé dans leur vie. 6 ans plus tard, le soleil du matin punissait déjà le marché aux poissons lorsqu'Amara courait entre les étals, sa robe simple flottant à chaque mouvement. À 7 ans, elle était la joie de la foire avec ses boucles brunes et son sourire facile, aidant toujours Delilah à disposer les poissons frais que Forrest rapportait de la mer. La fille avait une manière spéciale avec les clients, une douceur naturelle qui faisait sourire même les plus grincheux. « Maman, regarde comme le poisson est beau, le poisson que papa a pêché est presque aussi grand que moi »,
s'exclama-t-elle, ses yeux brillants alors qu'elle tenait le poisson, presque aussi gros qu'elle-même, faisant rire les clients par son enthousiasme. Delilah observait sa fille avec fierté tandis qu'elle disposait les poissons sur la glace. 7 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait trouvé ce petit miracle sur la plage et chaque jour aux côtés d'Amara était une bénédiction. Elle ne se lassait jamais de remercier Forrest pour Amara. « Ne porte pas ce poisson lourd, laisse maman faire, tu as l'air un peu pâle à cause du soleil », avertit Delilah, remarquant que la peau habituellement rosée de la fille semblait plus pâle ce matin-là. L'activité à la foire était intense, les gens se bousculant pour obtenir les meilleurs poissons. Amara continuait d'aider au stand, prenant maintenant les commandes dans un petit carnet avec son écriture soignée. L'odeur de la brise marine se mêlait au murmure des voix, créant l'atmosphère familière qu'elle aimait tant. Cependant, quelque chose était différent ce matin-là. Ses mains tremblaient légèrement en écrivant et un léger vertige commença à embrouiller les lettres sur le papier. « Tout tourne un peu, maman, je pense que le soleil est trop fort aujourd'hui », murmura-t-elle en essayant de sourire alors qu'elle s'appuyait contre le stand en bois. Delilah laissa tomber le poisson qu'elle nettoyait lorsqu'elle remarqua le changement dans la voix de sa fille. Le visage d'Amara, toujours rosé et plein de vie, montrait maintenant une pâleur effrayante. Des gouttes de sueur commencèrent à perler sur son front malgré la brise fraîche venant de la mer. Un client, en train de marchander le prix d'un doré, s'arrêta à mi-phrase en remarquant également la transformation soudaine de la fille. « Ma fille, viens ici, laisse maman bien te regarder », appela Delilah, le cœur battant alors qu'elle réalisait que quelque chose n'allait vraiment pas. Amara essaya de faire un pas vers sa mère, mais ses jambes semblaient faites de coton. Le carnet glissa de ses mains tremblantes, tombant sur le stand mouillé. Le bruit de la chute semblait résonner dans ses oreilles d'une manière étrange, comme s'il venait de loin. Les voix de la foire commencèrent à se fondre en un bourdonnement confus et les couleurs autour d'elle commencèrent à s'estomper. « Maman, je ne peux pas » furent ses derniers mots avant que ses yeux ne roulent en arrière. Le temps sembla ralentir lorsque le corps d'Amara commença à pencher en avant. Delilah se jeta sur le stand, renversant poisson et glace dans le processus, parvenant à attraper sa fille avant qu'elle ne touche le sol dur de la foire. Le poids de la fille dans ses bras semblait différent, plus lourd que d'habitude, comme si toute vie avait soudainement abandonné son petit corps. Les clients autour reculèrent effrayés, formant un cercle tendu autour de la scène. « Ma fille, réveille-toi, s'il te plaît, ouvre tes yeux pour maman », supplia Delilah en tapotant doucement le visage désormais complètement pâle d'Amara. C'est en essayant de soulever la fille que Delilah remarqua les marques, d'abord une, puis une autre, et soudain elles semblaient être partout. Des taches violettes s'étendaient sur les bras minces d'Amara comme si elles étaient apparues de nulle part. Elles n'étaient pas des ecchymoses ordinaires, elle en était certaine. Elle avait élevé cet enfant pendant 7 ans et connaissait chaque éraflure, chaque marque de ses jeux sur la plage. Celle-ci était différente, plus profonde, comme si elle venait de l'intérieur. « Aidez quelqu'un », appelait Forrest, il est sur le bateau. Sa voix était étranglée par la panique alors qu'elle essayait de réveiller sa fille. Le soleil fort du matin semblait maintenant cruel alors qu'il illuminait le visage inconscient d'Amara. Plusieurs personnes se déplaçaient autour, certaines offrant de l'eau, d'autres ventilant la fille avec des morceaux de journal, mais Delilah à peine enregistrait leur présence. Ses yeux étaient fixés sur les marques qui semblaient s'étendre chaque minute, montant sur les bras de sa fille comme une marée sombre et menaçante. « Ce ne sont pas des ecchymoses d'un coup, ce ne sont pas des blessures normales. Mon Dieu, que se passe-t-il avec ma petite fille ?» murmura-t-elle, son cœur battant dans sa poitrine avec une peur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Forrest empilait les dernières caisses de poissons sur le bateau lorsqu'il entendit les cris venant de la foire. La brise marine apportait la voix désespérée de Delilah, faisant geler son cœur dans sa poitrine. Depuis 7 ans, en tant que père d'Amara, il avait appris à reconnaître chaque ton dans la voix de sa femme et celui-là portait sans aucun doute une terreur qu'il n'avait jamais entendue auparavant. « Quelque chose ne va pas, Delilah ne crie jamais comme ça », pensa-t-il, lâchant immédiatement la caisse qu'il tenait et courant vers la foire. La foule qui s'était formée autour de leur stand fit se retourner son estomac. Les gens murmuraient et pointaient du doigt, certains se couvrant la bouche avec leurs mains, affichant des expressions de choc. Forrest se fraya un chemin à travers eux avec force, ses bras puissants repoussant quiconque se mettait en travers de son chemin. Ce qu'il vit en atteignant le centre du cercle fit fléchir ses jambes. Amara, sa petite Amara, était inconsciente dans les bras de Delilah, son visage aussi pâle que les écailles des poissons qu'il vendait, mais ce sont les ecchymoses qui firent courir le sang-froid dans ses veines. Les pourpres qui s'étendaient sur les bras de la fille semblaient raconter une histoire qu'il avait toujours craint de découvrir,
quelque part dans son esprit, l'image du bracelet en or avec le nom partiellement effacé caché depuis 7 ans commença à peser comme du plomb. Si elle n'est pas notre fille, si elle vient d'une autre famille, ces ecchymoses pourraient signifier. Son esprit tournait avec des possibilités terribles. Alors qu'il observait la scène avec une expression de plus en plus sombre, les gens autour commencèrent à se disperser. Alors que Forrest s'approchait de sa famille, ses pas étaient lourds, traînant comme si chaque mètre vers la vérité qui se déroulait était une torture. Le soleil fort de la foire semblait maintenant se moquer de lui sans pitié, illuminant chaque ecchymose violette sur la peau d'Amara, chaque secret qu'il avait gardé si longtemps. Ses yeux rencontrèrent ceux de Delilah, qui berçait toujours la fille inconsciente, et pour la première fois depuis des années, il se sentit honteux de l'amour qu'il y voyait. Pourquoi n'ai-je pas cherché sa famille? Pourquoi ai-je laissé l'égoïsme de Delilah me convaincre? Des pensées coupables traversèrent son esprit alors qu'il s'agenouillait à côté d'eux. La robe simple d'Amara, qui flottait joyeusement à travers la foire, était maintenant tachée par l'eau des poissons. Forrest observa le tissu serrer le corps frêle de la fille, révélant plus d'ecchymoses violettes qui s'étendaient au-delà de ses bras, se propageant sur son cou délicat. La couleur, ou l'absence de couleur, sur le visage de l'enfant fit se retourner l'estomac de Forrest. Lors de ses nuits les plus sombres, il avait toujours su que ce jour pourrait arriver, que ses choix pourraient avoir des conséquences. Il y a quelque chose de très mal avec elle, la voix étranglée de Delilah coupa ses pensées. Nous devons l'emmener chez le médecin. Une brise plus forte souffla à travers la foire, portant avec elle le parfum familier du sel de mer, mais pour Forrest, l'arôme avait maintenant un goût amer de culpabilité. Ses mains calleuses tremblaient alors qu'il touchait le front glacé d'Amara, ressentant le contraste effrayant avec la chaleur du jour. Le petit sac en cuir fait à partir de l'ancien manteau blanc brodé d'or que la fille n'avait lié qu'à son passé reposait à côté d'elle comme une accusation silencieuse de toutes les vérités qu'il avait cachées. Peut-être est-il temps de tout dire, chuchota sa voix intérieure alors que les souvenirs du bracelet caché pesaient sur sa conscience. Les murmures de la foire s'estompaient comme si le temps lui-même avait ralenti pour ce moment. Forrest resta là, agenouillé à côté de sa famille, son visage se durcissant en une expression de plus en plus sombre. Chaque ecchymose violette que ses yeux découvraient sur le corps d'Amara était comme une nouvelle accusation, chaque moment d'inconscience un rappel de ses choix passés. Le soleil continuait de briller fort sur eux, mais il ressentait un froid intérieur qu'aucune chaleur ne pouvait faire fondre. Je dois dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard et lui faire recevoir le traitement dont elle a besoin, pensa-t-il en regardant Delilah essayer en vain de réveiller leur petite fille. L'expression sur le visage de Forrest se transforma en quelque chose que personne à la foire n'avait jamais vu auparavant. Un mélange de peur, de culpabilité et d'une connaissance sombre qui semblait le vieillir de 10 ans en quelques minutes. Ses yeux, habituellement aussi stables que la mer calme, portaient maintenant une tempête de secrets sur le point de déborder. Delilah, trop préoccupée par Amara, ne remarqua pas comment son mari semblait mener une bataille interne, ses mains se serrant en poings si fort que ses jointures blanchissaient. Que Dieu me pardonne pour ce que j'ai fait et pour ce que je devrais encore faire, pensa-t-il alors que les ecchymoses violettes sur le corps de sa fille adoptive semblaient s'assombrir encore davantage sous le soleil impitoyable du matin. Quelques minutes plus tard, dans le couloir faiblement éclairé de la petite clinique qui sentait le désinfectant bon marché et le désespoir, Delilah tenait Amara dans ses bras, la fille toujours inconsciente, alors qu'ils attendaient les résultats des tests. Les ecchymoses violettes s'étaient désormais étendues sur presque tout son corps, créant un contraste terrifiant avec sa peau de plus en plus pâle. Le seul son dans l'environnement était le tic-tac impitoyable de l'horloge sur le mur et les sanglots occasionnels de Delilah. « S'il te plaît, ma fille, accroche-toi, maman est là avec toi », murmura-t-elle en embrassant le front froid d'Amara. Forrest resta appuyé contre le mur opposé, son visage marqué par la tension, ses yeux alternant entre l'enfant inconsciente et la petite salle d'examen au bout du couloir où le médecin analysait les résultats des tests. Les pleurs étouffés de Delilah étaient comme des coups de poignard dans sa poitrine, chaque sanglot rappelant le bracelet caché du passé qu'il avait choisi d'enterrer. Si j'avais cherché sa vraie famille, si je n'avais pas été si lâche, ces pensées le torturaient alors que les minutes s'étiraient. La porte du bureau s'ouvrit enfin et le médecin les invita à entrer. C'était un homme d'âge moyen avec de profondes cernes sous les yeux, révélant de longues heures de travail à la clinique communautaire. Son regard, lorsqu'il tomba sur Amara, portait une gravité qui fit battre le cœur de Delilah plus fort. Cependant, Forrest n'entra pas. Il resta dehors, appuyé contre le cadre de la porte, comme si maintenir une distance physique pouvait le protéger de la nouvelle qui allait venir. « Docteur, s'il vous plaît, dites que ma petite fille ira bien.
supplia Delila, sa voix tremblante alors qu'elle ajustait Amara dans ses genoux. Le silence qui suivit était assourdissant. Le médecin ajusta ses lunettes, étalant plusieurs feuilles d'examen sur son bureau usé. Chacun de ses mouvements semblait calculé, comme s'il cherchait la meilleure façon de délivrer une nouvelle dévastatrice. Enfin, il croisa ses mains sur le bureau et regarda directement Delila. « Madame, les tests ont révélé quelque chose de très sérieux. Votre fille a une maladie génétique rare, une condition qui affecte la production des cellules sanguines, expliqua-t-il d'une voix professionnelle, à peine dissimulant la compassion dans ses yeux. Le médecin prit l'une des feuilles d'examen, pointant des chiffres et des graphiques qui n'avaient aucun sens pour Delila. Son explication technique semblait lointaine, comme si elle venait d'un autre monde. Pendant qu'elle serrait Amara plus fort, comme si elle pouvait la protéger des mots qu'elle entendait, Forrest, à l'extérieur, serra les poings en entendant des termes comme « progressive » et « sans traitement approprié, cela peut être fatal ». Les taches violettes ne sont que le premier signe. Sans traitement spécifique, la condition peut s'aggraver rapidement, expliqua le médecin, sa voix résonnant dans le couloir vide. La lumière tamisée venant de la fenêtre du bureau projetait des ombres sur le visage pâle d'Amara alors qu'elle respirait superficiellement dans les bras de sa mère. Le médecin continua de parler, maintenant des centres spécialisés et des types de traitements, mais c'est lorsqu'il mentionna les coups que Forrest sentit ses jambes faiblir. Les chiffres étaient astronomiques, bien au-delà de tout ce qu'un simple pêcheur pouvait rêver de payer. Les coûts initiaux du traitement dépassent ce que nous gagnerions en 10 ans de pêche, pensa Forrest, ressentant le poids de la réalité écraser sa poitrine. Delila commença à pleurer ouvertement lorsque le médecin mentionna que le traitement devrait commencer immédiatement. Ses larmes tombaient sur le visage d'Amara, qui restait inconsciente de toute la situation. « Docteur, il doit y avoir un moyen, nous ne pouvons pas simplement la laisser mourir. » La voix de Delila se brisa en un sifflement désespéré qui résonna dans le bureau. Forrest ne put plus rester immobile. Il s'éloigna silencieusement de la porte, ses pas lourds le menant à la fin du couloir où une fenêtre montrait le parking de la petite clinique. Une voiture de luxe était garée, appartenant probablement à un médecin. Le contraste entre ce véhicule et sa propre réalité de pêcheur n'avait jamais été aussi douloureux. La voix du médecin le rejoignit encore, parlant de médicaments coûteux et de traitements spécialisés. « Nous avons à peine de l'argent pour le pain quotidien, comment pouvons-nous nous permettre ce traitement? Comment ne pas avoir les moyens de payer les médicaments de ma fille ?» pensa-t-il, sentant le poids du bracelet caché chez lui comme s'il le portait avec lui. Les mots du médecin continuaient de résonner dans le couloir, « La maladie est progressive, les taches violettes vont s'étendre, les organes commenceront à défaillir sans traitement approprié. » Chaque nouvelle information était comme un coup de marteau sur la conscience de Forrest. De l'endroit où il se tenait, il pouvait clairement voir le reflet de Delila dans la fenêtre du bureau, berçant Amara comme elle l'avait fait depuis le jour où il l'avait trouvée sur la plage. Elle n'acceptera jamais, Delila ne comprendra jamais que nous ne pouvons pas fournir ce dont Amara a besoin, mais je ne peux pas laisser la fille partir sans traitement. Je ne peux pas la laisser quitter ce monde sans une chance, murmura-t-il à lui-même, ses mains calleuses serrant le rebord de la fenêtre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. L'après-midi commençait à tomber dehors, peignant le ciel de nuances d'orange qui lui rappelaient les couleurs du manteau brodé qu'Amara portait lorsqu'il l'avait trouvé. Forrest observa le mouvement dans le parking, son esprit travaillant frénétiquement. Le médecin expliquait maintenant des cliniques spécialisées dans les grandes villes, des équipes multidisciplinaires, des coûts mensuels qui dépassaient tout ce qu'il pouvait gagner avec des années de travail acharné. Cette maladie pourrait être quelque chose de sa vraie famille, ils doivent avoir les moyens de la traiter, ils doivent avoir de l'argent. Ses pensées commencèrent à former un plan qui fit tourner son estomac. Un cri étouffé de Delila coupa l'air lorsque le médecin mentionna l'espérance de vie estimée sans traitement, 1 mois. Comment ma fille ne peut-elle avoir qu'1 mois? Sa femme pleura. Forrest serra les yeux, comme s'il pouvait bloquer la réalité qui se présentait. Le bracelet en or caché chez lui semblait maintenant brûler dans sa mémoire, ce petit objet qui aurait pu ramener Amara à sa vraie famille des années auparavant, quand il n'y avait pas de lien, quand cela ne faisait pas autant mal. « Nous ne pouvons pas la garder », murmura-t-il à son propre reflet dans la vitre de la fenêtre. Sa décision prenait forme alors que le soleil se couchait à l'horizon. Quelques heures plus tard, le petit matin était exceptionnellement froid lorsque Forrest sortit du lit, ayant passé les dernières heures à prétendre dormir tout en attendant que la respiration de Delila se calme. La petite chambre était enveloppée d'ombre, la seule lumière venant de la lune filtrant à travers la fenêtre, illuminant le visage fatigué et trempé de larmes de sa femme. Avec des mouvements calculés, il sortit le vieux bracelet en or de son endroit caché,
ses yeux se fixant sur le nom partiellement effacé, Amara Hollis. « Pardonne-moi, Delilah, mais c'est la seule façon de sauver notre petite fille, » murmura-t-il, rangeant le bracelet dans sa poche alors qu'il se dirigeait vers la chambre d'Amara. La porte de la chambre de la fille grinça doucement lorsqu'il l'ouvrit. Amara dormait une nuit agitée, son petit visage pâle toujours marqué par la souffrance des dernières heures. Faisant attention à ne pas faire de bruit, Forrest commença à remplir un sac à dos avec ses affaires, ses mains tremblant à chaque vêtement qu'il y mettait. Il ne remarqua même pas qu'il avait mis la veste de bébé d'Amara, qu'ils avaient gardée comme rappel du jour où la fille était entrée dans leur vie, en la fourrant rapidement dans le sac à dos avec le reste de ses affaires. Les ecchymoses violettes semblaient encore plus sombres dans la faible lumière. Lorsque Forrest toucha doucement l'épaule d'Amara, la fille ouvrit lentement les yeux, confuse par leur inhabituel. Son petit corps tremblait légèrement, pas seulement à cause du froid matinal, mais aussi des effets de la maladie qui coulaient maintenant dans ses veines. Forrest sentit son cœur se serrer en voyant le sourire endormi et confiant qu'elle lui adressait. « Papa, qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle d'une voix faible en se frottant les yeux en essayant de se lever. Forrest avala difficilement, forçant sa voix à rester stable alors qu'il aidait Amara à se lever. La chambre était glaciale et il pouvait voir la respiration de la fille formée de petits nuages dans l'air. Avec des gestes précipités, il commença à l'habiller en plusieurs couches de vêtements, ses mains calleuses tremblant à chaque bouton qu'il fermait. « Nous allons te prendre un médicament spécial, princesse, un médicament qui te rendra meilleure, » ment-il, sa voix vacillant légèrement sur le dernier mot. Leurs pas dans le couloir résonnaient de manière assourdissante pour Forrest, qui à chaque instant s'attendait à entendre Delilah se réveiller. Amara tenait sa main avec une confiance totale, trébuchant un peu à cause de la somnolence et de la faiblesse. Le sac à dos sur son dos pesait une tonne, chargé non seulement des affaires de la fille mais aussi de 7 ans de souvenirs qu'il s'apprêtait à abandonner. « Confiance, papa, mon amour, bientôt tu iras mieux, tout ira bien, ça doit aller bien, » murmura-t-elle, plus pour se convaincre qu'elle. La vieille voiture de Forrest protesta lorsqu'elle démarra dans le froid matinal, le bruit du moteur semblant résonner à travers le quartier silencieux. Amara s'endormait déjà de nouveau sur le siège arrière, enveloppé dans plusieurs couches de couverture qu'il avait apportées avant de partir. Forrest jeta un dernier regard à la fenêtre de la chambre où Delilah dormait, sentant son cœur se briser en 1000 morceaux. « Elle va me détester pour toujours, mais au moins notre fille aura une chance de vivre », pensa-t-il alors qu'il passait la première vitesse avec les mains tremblantes. La route était complètement déserte, couverte d'une fine couche de neige qui commençait à s'accumuler. L'adresse qu'il avait réussi à trouver se trouvait à quelques heures de là, dans un quartier huppé de la grande ville. Parfois, Forrest regardait dans le rétroviseur, observant Amara dormir. Les ecchymoses violettes sur son cou semblaient plus sombres sous la lumière des lampadaires qu'il passait. « C'est mieux pour elle, c'est la seule façon pour elle de survivre », se répéta-t-il comme un mantra alors que ses yeux se remplissaient de larmes qu'il refusait de laisser tomber. Le ciel commençait à s'éclaircir légèrement lorsqu'ils entrèrent en ville. Forrest suivait les panneaux de près, son cœur battant de plus en plus vite à mesure qu'ils approchaient du quartier Hollis. Les maisons devenaient plus grandes et plus luxueuses, un contraste frappant avec la simplicité de sa vieille voiture. Amara continuait de dormir, totalement inconsciente du fait que chaque kilomètre la rapprochait de sa vraie famille. « Ils peuvent se permettre le traitement, ils peuvent la sauver », murmura-t-il, ses mains serrant le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Le manoir Hollis était imposant même dans l'obscurité qui précédait l'aube, de hautes portes en fer forgé gardant une structure qui semblait tout droit sortie d'un autre monde, un monde auquel Amara appartenait vraiment. Forrest pensa amèrement, la neige tombant maintenant plus fort, créant une scène qui, à un autre moment, aurait pu sembler magique. Le pêcheur gara la voiture à une distance sûre, ses yeux fixés sur la maison qui représentait tout ce qu'il ne pourrait jamais offrir à sa fille adoptive. « C'est ici que vit ton salut, petite, même si cela signifie ma condamnation, » murmura-t-il, se perdant dans le silence du petit matin. Avec précaution pour ne pas la réveiller, Forrest sortit de la voiture et ouvrit la porte arrière. Amara dormait profondément, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Il la prit dans ses bras, sentant son corps plus léger qu'il ne devrait l'être. La maladie commençait déjà à consommer son petit corps. Le chemin vers les portes Hollis semblait durer une éternité, chaque pas dans la neige produisant un son qui résonnait dans ses oreilles comme une accusation. « Sois fort, Forrest, sois fort pour elle », se dit-il alors que des larmes gelaient sur son visage. La sonnette de la porte retentit comme un cri dans le silence matinal. Lorsque Forrest sonna, avec des mouvements rapides, il posa Amara sur le banc de pierre près de l'entrée, arrangeant le sac à dos à côté d'elle.
La fille bougea légèrement mais ne se réveilla pas, se blottissant simplement contre le froid croissant. Pendant un moment, Forrest fut paralysé, regardant ce petit visage qui avait illuminé sa vie pendant 7 ans. Les ecchymoses violettes sur son cou semblaient encore plus sombres contre la neige qui commençait à s'accumuler autour d'elle. « Je suis désolé, ma princesse, je suis désolé de ne pas être le père que tu mérites », murmura-t-il en se penchant pour lui donner un dernier baiser sur le front. Le son des pas à l'intérieur de la maison fit que Forrest recula rapidement, le cœur brisé. Il courut vers la voiture, ses empreintes dans la neige marquant la trace de sa trahison. À travers le pare-brise embué, il vit les lumières du manoir s'allumer une à une. Amara restait immobile sur le banc, la neige tombant de plus en plus fort sur son petit corps frêle, la température continuant de baisser et il pouvait voir même de cette distance comment elle frissonnait dans son sommeil. « Que Dieu me pardonne, que Delilah me pardonne », murmura-t-il, démarrant la voiture et partant avant que son courage ne le quitte complètement, laissant derrière lui pour la 2e fois dans sa vie la fille que le destin lui avait confiée. La neige commençait à tomber plus intensément alors que Forrest manœuvrait la voiture dans la rue déserte. Ses mains tremblaient tellement sur le volant qu'il avait à peine la capacité de maintenir le véhicule en ligne droite. À travers le rétroviseur, il pouvait voir la petite silhouette d'Amara devenir de plus en plus couverte par les flocons blancs impitoyables. En tombant, le manoir aux lys commençait à s'éveiller, mais les minutes semblaient s'éterniser alors que leur fille restait seule dans le froid. « C'est mieux comme ça, répétait-il, incapable de croire ses propres paroles. Le vent mordant du petit matin soufflait à travers les arbres du jardin aux lys, créant des sons fantomatiques qui semblaient crier des accusations. Forrest n'avait toujours pas réussi à s'éloigner, les yeux fixés sur le rétroviseur, regardant le corps d'Amara frissonner de plus en plus intensément dans son sommeil inconscient. Le sac à dos à ses côtés semblait être le dernier lien avec la vie qu'il quittait. « Ils prendront bien soin d'elle, ils doivent bien s'occuper d'elle », murmura-t-il alors que des larmes épaisses gelaient sur son visage. Le thermomètre de la voiture indiquait des températures de plus en plus basses et Forrest pouvait voir la respiration d'Amara former des nuages de plus en plus petits et faibles dans l'air glacial. Les ecchymoses violettes sur son cou étaient encore plus prononcées contre la pâleur de sa peau et le blanc de la neige qui couvrait désormais partiellement son corps. Les premiers rayons de soleil commençaient à teinter le ciel d'un rose pâle, mais le froid n'augmentait que. Que sa mère arrive bientôt. Que quelqu'un la trouve bientôt, supplia silencieusement son cœur se brisant un peu plus à chaque seconde qui passait. Les lumières du manoir continuaient de s'allumer une par une, mais il n'y avait toujours aucun signe de mouvement à l'entrée principale où Amara dormait. La neige tombait maintenant comme un rideau blanc, dissimulant presque la petite silhouette recroquevillée sur le banc de pierre. Forrest trouva enfin la force de passer la première vitesse, mais ses yeux ne pouvaient pas se détacher du rétroviseur. Le corps de sa fille tremblait de plus en plus violemment sous les couches de vêtements qu'il lui avait mises, lesquelles semblaient désormais tragiquement inadéquates pour le froid intense. « Adieu, ma princesse. Puisse ta vraie famille te donner la vie que je ne peux pas », murmura-t-il une dernière fois avant de partir, abandonnant dans la neige impitoyable du matin le plus grand trésor que la vie lui ait jamais donné. Le froid mordant de l'aube perça à travers toutes les couches de vêtements. Lorsqu'Amara ouvrit enfin les yeux, la première chose qu'elle remarqua fut le silence. Non le silence confortable de sa petite maison en bord de mer, mais un silence lourd et étrange, brisé seulement par le bruit lointain d'un moteur. Il lui fallut un moment pour que ses yeux s'habituent à la faible lumière matinale, lorsqu'elle réussit enfin à focaliser sa vision, son cœur se figea, plus froid que la neige qui la couvrait. À travers les flocons blancs tombants, elle reconnut l'ancienne voiture de son père s'éloignant lentement. « Papa, papa, attends !» Sa voix sortit en tremblant alors qu'elle se levait du banc de pierre, secouant la neige qui s'était accumulée sur son corps. Ses jambes tremblaient violemment alors qu'elle essayait de courir après la voiture. La neige profonde entravait chaque pas et le froid semblait pénétrer jusqu'à ses os. Les ecchymoses violettes sur ses bras et son cou pulsaient à chaque mouvement, mais elle ignora la douleur, se concentrant uniquement sur l'atteinte du seul point de repère qu'elle connaissait dans cet endroit étrange. Amara trébucha plusieurs fois, ses petites mains s'enfonçant dans la neige glacée alors qu'elle essayait de se relever. « S'il te plaît, ne pars pas, papa. Je promets que je serai sage. Je promets que je ne tomberai plus malade, » cria-t-elle, ses mots se perdant dans le vent tranchant du matin. La voiture continuait de s'éloigner, désormais juste une tache sombre dans le paysage blanc. Amara arrêta de courir, ses poumons brûlant d'effort et l'air glacé. Elle regarda autour d'elle, ne remarquant alors que l'endroit où elle se trouvait était une rue large entourée de maisons énormes qui ressemblaient à des châteaux aux yeux de sa petite enfance au bord de la mer.
La panique commença à la gagner alors que la réalité de la situation la frappait enfin. « Maman, maman, où es-tu » Son cri désespéré résonna contre les murs de pierre du manoir Olis, mais seul le silence répondit. Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Amara, gelant avant même d'atteindre son menton. Le sac à dos était oublié sur le banc de pierre et elle courut y retourner pour le récupérer, ses doigts engourdis à peine capables de tenir la fermeture éclair à l'intérieur. Elle trouva son trésor le plus précieux, l'ancien manteau blanc avec des broderies dorées que sa mère disait toujours être un souvenir du jour où elle l'avait trouvé. « Maman, m'as-tu aussi abandonné ? Pourquoi m'as-tu laissé ici ?» sanglota-t-elle en serrant le manteau contre sa poitrine alors que ses jambes cédaient dans la neige douce. Le soleil commençait à se lever, mais il n'apportait aucune chaleur. Les lèvres d'Amara, déjà naturellement pas la cause de la maladie, étaient maintenant d'une teinte violette effrayante. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir son sac à dos. À chaque respiration, l'air glacé semblait couper ses poumons comme de minuscules lames de glace. Elle essaya de se relever à nouveau, mais ses jambes se sentaient comme de la gelée. « Est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce parce que je suis tombée malade ?» demanda-t-elle au vent, sa voix devenant plus faible alors qu'elle essayait de comprendre pourquoi ses parents, qui avaient toujours été si aimants, l'avaient laissée seule dans cet endroit étrange. Le froid était maintenant si intense qu'Amara pouvait à peine penser. Ses larmes continuaient de tomber, mais elle ne les ressentait plus sur son visage. Titubante, elle commença à marcher sans but, traînant son sac à dos dans la neige. Les taches violettes sur ses bras semblaient encore plus ressortir contre sa peau de plus en plus pâle. À chaque pas, sa force diminuait et la neige incessante rendait chaque mouvement une bataille. Papa disait qu'il allait chercher des médicaments. Il m'a menti. Il a menti, murmura-t-elle entre deux sanglots, sa voix presque disparaissant dans le vent mordant. Les jambes d'Amara ne pouvaient plus supporter son poids. Elle s'enfonça profondément dans la neige, ses petites bottes trempées laissant une trace irrégulière sur la surface blanche. Le monde autour d'elle commença à tourner, les énormes manoirs se transformant en flou sombre contre le ciel clair du matin. Le sac à dos semblait maintenant peser une tonne, mais elle refusait de lâcher le manteau brodé, son dernier lien avec la vie qu'elle connaissait. « Je veux rentrer chez moi. S'il te plaît, ramène-moi chez moi », supplia-t-elle dans le vide, sa voix réduite à un murmure léger. Le froid était devenu si intense qu'Amara ne pouvait plus sentir les extrémités de son corps. Ses mains, violettes et tremblantes de manière violente, pouvaient à peine tenir le sac à dos. Les flocons de neige impitoyables tombaient sans relâche, s'accumulant sur ses cheveux et ses épaules, la transformant lentement en une petite statue de glace. Les taches sur son cou, signe de la maladie qui avait détruit sa famille, se fondaient maintenant avec la teinte violette du froid envahissant sa peau. « Maman disait toujours qu'elle m'aimait, que j'étais un cadeau de la mer », murmura-t-elle, ses mots se perdant dans les sanglots de plus en plus faibles. Amara pouvait à peine garder les yeux ouverts pour voir d'où elle venait. Ses jambes finirent par céder complètement et elle tomba à genoux dans la neige douce. La neige semblait maintenant étrangement réconfortante, comme si elle l'invitait à succomber. « Maman, papa, pourquoi ?» furent ses derniers mots avant que ses yeux ne se ferment. L'obscurité la libéra finalement du froid et de la douleur du rejet. Le soleil du matin avait finalement percé à travers les nuages, illuminant complètement la petite silhouette immobile dans la neige. À l'autre bout de la rue, Gideon ouvrit la porte de son manoir, encore somnole après avoir été réveillé par la sonnette. Il plissa les yeux lorsqu'un objet attira son attention, son regard fixé sur la petite forme tombée dans la neige. Pendant un instant, son cœur s'arrêta. Sans comprendre pleinement pourquoi, sa main se figea sur la poignée de la porte alors qu'il observait cette scène troublante au ralenti. Il ouvrit la porte de son domicile, les yeux toujours fixés sur l'enfant inconscient de l'autre côté de la rue. Gideon courut à travers la neige profonde, ses pas précipités laissant de profondes marques dans le blanc immaculé. À chaque mètre qu'il approchait de la petite silhouette tombée, son cœur battait plus vite, poussé par un instinct qu'il ne comprenait pas. Le corps de la fille était partiellement couvert de neige et ses vêtements fins flottaient dans le vent tranchant du matin. À genoux à côté d'elle, il remarqua les taches violettes sur son cou et ses bras, contrastant violemment avec la pâleur mortelle de sa peau. Mon Dieu, elle gèle. Comment un enfant s'est-il retrouvé ici dans ce froid ? Marmonna-t-il en enlevant son propre manteau pour envelopper le corps gelé de la fille. Prudemment, Gideon ramassa l'enfant dans ses bras, surpris de voir à quel point elle était légère. Un sac à dos usé gisait à côté d'elle dans la neige et il le prit également, sachant qu'il pourrait contenir des informations d'identification. Le petit corps dans ses bras tremblait violemment et cette fragilité éveilla un souvenir douloureux d'il y a 7 ans. En revenant au manoir,
il pouvait sentir les respirations superficielles de l'enfant contre son cou. « Tiens bon, petite, je vais te réchauffer bientôt », murmura-t-il, une émotion inexplicable serrant sa poitrine. La chaleur de la maison les frappa comme une vague lorsque Gideon franchit le seuil. Sans perdre de temps, il la conduisit directement au salon principal où une cheminée maintenait l'ambiance chauffée par des mouvements doux. Il posa la fille sur le canapé le plus proche du feu, notant que ses lèvres étaient d'une teinte violette alarmante. Les taches sur son cou l'inquiétaient, elles ne semblaient pas être uniquement dues au froid. En la couvrant avec des couvertures qu'il trouva à proximité, il vit ses yeux commencer à bouger sous ses paupières. « Tu es en sécurité maintenant », dit-il, sa voix tremblant pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer. Un faible gémissement s'échappa des lèvres de la fille alors qu'elle commençait à reprendre conscience. Ses yeux s'ouvrirent lentement, révélant une teinte de bleu qui fit figer Gideon un instant, ils étaient identiques à ceux de sa femme, Kate. Le tremblement parcourant son corps était toujours intense et il réalisa qu'il devait trouver des vêtements plus chauds. Le sac à dos qu'il avait apporté de la neige attira son attention. « Voyons s'il y a quelque chose de plus chaud ici pour toi à porter », murmura-t-il en commençant à dézipper avec des mains tremblantes inexplicablement. C'est alors que ses mains touchèrent quelque chose de familier à l'intérieur du sac à dos que le monde de Gideon s'arrêta. Un tissu qu'il connaissait aussi bien que sa propre peau, blanc avec des broderies dorées, maintenant transformé en une sorte de pochette. Son cœur commença à battre si fort qu'il pouvait entendre son sang pulser dans ses oreilles. Avec des doigts tremblants, il sortit le manteau du sac à dos, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance. C'était impossible et pourtant, le manteau était exactement comme il l'avait été il y a 7 ans, lorsque sa petite Amara le portait le jour de sa disparition. « Non, ça ne peut pas être. » Sa voix sortit étranglée alors que ses jambes commençaient à faiblir. La fille sur le canapé regardait la scène avec les yeux à moitié fermés, luttant contre la faiblesse qui dominait encore son corps. Même à travers la vision floue, elle pouvait voir comment le visage de l'homme avait perdu toute couleur, comment ses mains tremblaient alors qu'il tenait son précieux manteau. La chaleur de la cheminée commençait à apporter un certain réconfort à son corps frigorifié, mais il y avait quelque chose dans sa réaction qui fit battre son cœur plus vite. Gideon chancela, s'appuyant sur le fauteuil le plus proche, les yeux fixés sur le manteau comme s'il voyait un fantôme. Ce manteau est celui de ma fille Amara, qui a disparu, marmonna-t-il, sa voix chargée de l'émotion qui le consumait. Le monde commença à tourner autour de Gideon, les larmes embuant sa vision alors que ses jambes cédaient complètement. Le manteau glissa de ses mains alors qu'il tombait, son corps lourd heurtant le tapis avec un bruit sourd. La dernière chose qu'il vit avant de perdre conscience fut le visage de la fille, ses yeux bleus douloureusement familiers, maintenant grands ouverts de choc. La révélation était trop lourde, la coïncidence trop impossible pour son cœur. « Colette, notre petite fille », furent ses derniers mots avant que l'obscurité ne l'enveloppe complètement. Amara se força à s'asseoir sur le canapé, ignorant les vertiges et le froid qui persistaient dans ses os. Ses petites mains tremblaient alors qu'elle se traînait hors des couvertures, tombant à genoux à côté de l'homme inconscient. Ses mains frêles secouaient son épaule de toute la force qu'elle pouvait rassembler, mais Gideon restait immobile. « S'il te plaît, réveille-toi, s'il te plaît, dit-elle. Tu sais mon manteau, tu sais qui je suis. » Sa voix sortit brisée par les sanglots alors que la réalité de la situation commençait à se former dans son jeune esprit. Le silence du manoir semblait maintenant assourdissant, brisé seulement par le crépitement de la cheminée et les sanglots désespérés d'Amara. Ses petites mains continuaient de trembler, laissant des traces de larmes humides sur sa chemise coûteuse. Les ecchymoses violettes sur ses bras semblaient pulser à chaque mouvement, mais elle ressentait à peine la douleur. Son esprit était concentré uniquement sur l'homme inconscient devant elle et les mots qu'il avait prononcés. « Monsieur, s'il vous plaît, parlez-moi. J'ai besoin d'en savoir plus sur le manteau, sur votre fille, » supplia-t-elle, sa voix tremblant autant que son corps toujours affaibli. Le visage pâle de Gideon resta immobile, mais son expression, même inconsciente, portait un mélange de douleur et de reconnaissance qui fit serrer le cœur d'Amara. Elle ramassa le manteau du sol, ses doigts traçant les broderies dorées qu'elle avait toujours aimées, mais qui semblaient maintenant raconter une histoire complètement différente. Son esprit bourdonna de questions. Est-il possible que cet homme riche et élégant soit son vrai père? Pourquoi Forrest et Delilah ne lui ont-ils jamais dit qu'ils savaient qui il était? Ils lui ont parlé de sa découverte, mais jamais qu'ils connaissaient le nom et l'adresse de ses parents biologiques. « Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi, j'ai besoin de savoir si je suis la sienne, si je suis ta fille, Amara, » murmura-t-elle, les larmes tombant maintenant librement sur le tissu blanc du manteau.
Le désespoir donna de la force à Amara lorsqu'elle entendit des pas monter à l'étage du manoir. Rassemblant ce peu d'énergie qui lui restait, elle se leva maladroitement, ses jambes encore faibles du froid et de la maladie. Le manteau blanc tomba de ses genoux alors qu'elle trébuchait vers les escaliers, ses mains tremblantes saisissant la rampe luxueuse pour se soutenir. Le son de ses cris résonna à travers les couloirs imposants de la maison. « Aidez quelqu'un, aidez-moi » L'homme s'est évanoui avec son enfant. Sa voix enfantine portait une urgence qui accéléra les pas vers les étages. Une femme d'âge moyen en uniforme impeccable descendit en courant les escaliers. À l'entendre crier, ses yeux s'écarquillèrent à la vue de Gideon effondré près de la cheminée et d'une fille pâle et tremblante à ses côtés. Amara sentit ses jambes s'affaiblir de nouveau, mais elle tint bon, ses petites mains saisissant le bras de la gouvernante. Les ecchymoses violettes sur son cou semblaient encore plus foncées à la lumière du matin filtrant à travers les hautes fenêtres. « S'il te plaît, appelez une ambulance. » Il s'est évanoui, s'il te plaît, aidez-le, supplia-t-elle, les mots sortant entre des sanglots désespérés. La gouvernante ne perdit pas de temps avec des questions, se précipitant vers le téléphone le plus proche. Amara retourna auprès de Gideon, ses jambes fléchissant lorsqu'elle atteignit enfin le tapis où il était allongé. Avec des doigts tremblants, elle prit sa main dans les siennes, une main grande et chaude. Le contraste entre le froid qu'elle ressentait encore dans son corps et la chaleur émanant de lui fit couler encore plus de larmes sur son visage. « Réveille-toi, s'il te plaît. Reste avec moi. Je viens de te trouver, » murmura-t-elle, serrant sa main comme si c'était son seul ancrage dans le monde. Le son lointain des sirènes traversa l'air matinal, approchant rapidement du manoir. La gouvernante retourna dans la pièce, apportant plus de couverture et essayant de convaincre Amara de s'éloigner, mais la fille refusa de lâcher la main de Gideon. Son petit corps tremblait de plus en plus intensément, soit à cause du froid persistant, soit à cause de l'émotion du moment. Le manteau blanc avec des broderies dorées gisait oublié sur le sol, preuve silencieuse de la connexion improbable entre cet homme riche et élégant et une petite fille abandonnée dans la neige. Les ambulanciers envahirent la pièce avec du matériel et des mouvements rapides, brisant le silence tendu qui s'était installé. Amara fut doucement retirée de Gideon, mais ses yeux ne quittèrent pas son visage alors que les hommes vérifiaient ses signes vitaux. Les jambes d'Amara tremblaient encore et les ecchymoses violettes semblaient s'étendre davantage sur ses bras, mais elle restait déterminée à ne pas perdre de vue l'homme qui pourrait être son vrai père. Il ne semble pas s'agir seulement d'un évanouissement, entendit-elle un des ambulanciers dire. Nous devons l'emmener à l'hôpital pour des tests. Alors qu'il commençait à placer Gideon sur la civière, Amara sentit la panique monter dans sa poitrine. L'idée d'être à nouveau seule après avoir été abandonnée était insupportable. Profitant de la confusion du moment, alors que tout le monde était occupé à transporter la civière hors du manoir, elle glissa dans l'ambulance, se cachant derrière du matériel. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que le bruit ne la trahisse. « Je ne te quitterai pas. Je ne serai plus seule. Je resterai ici, cachée avec toi, » murmura-t-elle, se recroquevillant encore plus dans son cachette. Lorsque les portes de l'ambulance se fermèrent, le voyage à l'hôpital fut une torture. Chaque fois que les ambulanciers bougeaient, Amara retenait son souffle, craignant d'être découverte. Les sirènes étaient assourdissantes à l'intérieur du véhicule, mais elle les remarqua à peine, ses yeux fixés sur le visage inconscient de Gideon sur la civière. Le balancement de l'ambulance fit chavirer son estomac et elle sentit sa propre faiblesse augmenter, mais elle refusa de faire du bruit qui pourrait révéler sa présence. « S'il te plaît, réveille-toi. J'ai besoin de savoir si ce que tu m'as dit est vrai, si tu es aussi mon père biologique, tout comme Forrest est mon père de cœur, » implora-t-elle silencieusement, ses petites mains serrant toujours le manteau brodé dans son cœur. Même si Forrest l'avait laissé là, il devait y avoir une explication. « Je sais, papa Forrest, il a bon cœur, tout comme ma maman. Il doit y avoir une explication pour ce qu'il a fait. Il doit y en avoir une, pensa-t-elle. L'ambulance s'arrêta enfin et les portes s'ouvrirent avec un claquement qui fit sursauter Amara. Elle attendit que les ambulanciers sortent avec la civière avant de quitter sa cachette. Ses jambes étaient engourdies par le temps passé recroquevillé. L'activité à l'hôpital était intense, les gens se précipitant d'un côté à l'autre, mais elle garda les yeux fixés sur la civière où Gideon les suivait comme une petite ombre. Elle réussit à atteindre l'entrée des urgences avant qu'une infirmière ne la remarque. « Petite, qui es-tu? Comment es-tu entrée ici ?» La voix autoritaire fit figer Amara sur place, son cœur battant la chamade de peur, ses mains tremblantes serrant le manteau plus fort contre sa poitrine. Amara essaya d'expliquer sa situation, les mots s'échappant de sa bouche alors que des larmes commençaient à couler sur son visage déjà marqué par les larmes.
Tout son corps tremblait, non seulement à cause du froid persistant, mais aussi de la peur d'être séparée de Gideon. Les ecchymoses violettes sur ses bras semblaient encore plus sombres sous les lumières fluorescentes de l'hôpital. « S'il te plaît, laissez-moi entrer à l'hôpital. Cet homme pourrait être mon père. Il reconnaît mon manteau, s'il te plaît, supplia-t-elle, sa voix étranglée par le désespoir. Cependant, l'infirmière resta inflexible. D'autres membres du personnel de l'hôpital s'approchèrent, entourant Amara avec des expressions mêlant inquiétude et fermeté. La civière avec Gideon continuait de s'éloigner dans le couloir et chaque centimètre de distance était un nouveau coup de poignard dans le cœur de la fille. Elle tenta de faire un pas en avant, mais fut doucement retenue par une des infirmières. « Je suis désolée, ma chère, mais nous ne pouvons pas vous laisser entrer. Seuls les proches peuvent accompagner les patients et nous n'avons aucune confirmation que vous êtes sa fille, » expliqua la femme sur un ton professionnel, masquant toute empathie. Le monde sembla ralentir alors qu'Amara regardait les doubles portes se fermer, emportant Gideon loin d'elle. Ses jambes s'affaiblirent de nouveau et elle serait tombée si une des infirmières ne l'avait pas tenue, le manteau dans ses mains, sa seule preuve, son seul lien avec cet homme, semblant peser une tonne. « S'il te plaît, ne me laisse pas seule à nouveau. Je viens de trouver mon second papa, » murmura-t-elle, sa voix s'estompant alors qu'elle regardait impuissante la dernière personne qui pourrait être sa famille disparaître à travers ces portes froides et impersonnelles de l'hôpital. Amara resta recroquevillée dans un coin du hall de l'hôpital pendant près d'une heure, observant les mouvements des gens. Son petit corps tremblait non seulement du froid persistant dans ses os, mais aussi de la faiblesse causée par la maladie. Les ecchymoses violettes sur ses bras semblaient plus sombres sous les lumières fluorescentes, mais elle les ignorait, concentrée uniquement sur la recherche d'un moyen d'entrée. C'est alors qu'elle vit une grande famille approcher de la réception. Il y avait beaucoup d'enfants et d'adultes, tous parlant en même temps. « C'est ma chance », pensa-t-elle, son cœur s'accélérant alors qu'elle se leva lentement, toujours serrant le manteau brodé contre sa poitrine, attendant le bon moment. Amara s'approcha du groupe bruyant discrètement, prétendant n'être qu'un autre des nombreux enfants. Lorsque le gardien de sécurité ouvrit la porte pour les laisser passer, elle se fondit dans le groupe, gardant la tête baissée et le manteau brodé caché sous son bras. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que quelqu'un ne l'entende. « S'il te plaît, Dieu, aide-moi à le trouver. Je ne peux pas perdre mon père à nouveau, » murmura-t-elle pour elle-même en franchissant les portes qui l'avaient auparavant empêchée d'entrer. Les couloirs de l'hôpital semblaient un labyrinthe immense et effrayant. Amara se sépara discrètement de la famille dès qu'elle le put, se cachant derrière des étendues vides et des écrans. Chaque fois qu'un employé passait, ses jambes tremblaient de plus en plus et elle pouvait sentir des gouttes de sueur froide couler sur son front, mais elle continuait de marcher. Le son des voix venant d'une pièce attira son attention. Ce sont des médecins qui discutent sur un ton inquiet. « Le cas de Monsieur Gideon est vraiment intrigant », entendit-elle l'un d'eux dire et son cœur s'accéléra alors qu'elle reconnaissait le nom. Soigneusement, sans faire de bruit, Amara s'approcha de la porte entr'ouverte. Son petit corps se glissa parfaitement derrière un chariot de fournitures, d'où elle pouvait entendre la conversation sans être vue. Les voix des médecins étaient graves et inquiètes alors qu'ils discutaient des examens et des résultats. Une phrase particulière fit courir le sang dans ses veines. Mr. Gideon a toujours combattu cette rare condition génétique, mais il semble qu'il ne résistera pas. Le monde semblait tourner autour d'elle lorsqu'elle entendit ces mots. Génétique comme ma maladie, pensa-t-elle, sentant ses jambes s'affaiblir encore plus. Amara était tellement concentrée sur les voix des médecins qu'elle ne remarqua pas une infirmière s'approchant par derrière le chariot. Son corps tremblait de plus en plus et les taches violettes s'étendaient maintenant visiblement sur son cou, montant vers son visage. La conversation des médecins continua, parlant de conditions héréditaires et de cellules sanguines, des mots qu'elle avait entendus auparavant lorsque Forrest et Delilah l'avaient emmenée à la clinique populaire. Une sueur froide coula sur son front alors qu'elle essayait de tout comprendre. Est-ce la même maladie ? Est-ce pour ça qu'il est mon vrai père ? Pensa-t-elle, sa vision commençant à devenir floue. C'est lorsqu'elle essaya de se pencher davantage sur le chariot que ses mains tremblantes laissèrent tomber quelques flacons. Le bruit attira immédiatement l'attention de l'infirmière qui fit demi-tour autour du chariot. Les yeux de la professionnelle s'écarquillèrent lorsqu'elle vit non seulement une enfant cachée, mais aussi les taches caractéristiques couvrant sa peau. Amara essaya de se lever, mais ses jambes ne répondaient plus. Le manteau brodé glissa de ses mains alors qu'elle tentait de se pencher contre le mur. Le monde commença à tourner violemment autour d'elle, les lumières de l'hôpital semblaient de plus en plus brillantes, presque aveuglantes, tandis que des voix inquiètes commençaient à se mêler dans ses oreilles. Elle essayait toujours de parler pour expliquer le manteau,
pour expliquer qu'elle était la fille de Gideon, mais ses mots sortaient confus. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'enveloppe complètement furent les lumières fluorescentes de l'hôpital, comme un phare d'espoir. « Papa, je dois te dire que nous sommes les mêmes », furent ses derniers mots avant de s'évanouir dans les bras stupéfaits de l'infirmière. L'alarme sonna immédiatement lorsque l'infirmière réalisa qu'Amara était complètement inconsciente. Le personnel de l'hôpital commença à courir en sa direction tandis qu'elle tenait le petit corps fiévreux de la fille. Les taches violettes étaient maintenant évidentes même sous la lumière artificielle du couloir, un motif inquiétant qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le manteau brodé restait tombé sur le sol, ignoré dans la confusion du moment. « J'ai besoin d'aide ici, c'est une urgence. » « La fille a des taches sur tout le corps », cria l'infirmière, sa voix résonnant à travers le couloir précédemment silencieux. Les médecins qui discutaient dans la salle voisine se précipitèrent dehors, leur regard clinique évaluant immédiatement la situation. Le plus expérimenté s'agenouilla rapidement à côté de la fille, vérifiant de manière urgente ses signes vitaux. Son visage montrait une inquiétude croissante alors qu'il examinait les taches violettes s'étendant sur la peau pâle d'Amara. Une sueur froide coulait sur son front et sa respiration devenait de plus en plus superficielle. « Nous devons l'emmener aux urgences immédiatement. »« Ces taches ne sont pas normales », ordonna-t-il alors qu'une civière était rapidement amenée. Le mouvement dans le couloir s'était transformé en un chaos organisé de professionnels essayant de sauver la petite fille inconnue. Amara resta inconsciente, son corps frêle maintenant couvert de taches qui semblaient s'étendre à chaque minute. L'infirmière qui l'avait trouvée tenait sa petite main froide, inquiète de l'état de l'enfant qui semblait être apparu de nulle part. « Calme-toi, petite. Nous allons prendre soin de toi, dit-elle. J'ai juste besoin de comprendre ce qu'une enfant faisait cachée dans l'hôpital, murmura-t-elle alors que la civière était rapidement poussée vers la salle d'urgence. Le cri de Delila perça le silence matinal lorsqu'elle trouva la chambre d'Amara vide. Les tiroirs ouverts et les vêtements éparpillés racontaient une histoire que son cœur refusait d'accepter. Ses pas résonnaient à travers la petite maison alors qu'elle cherchait frénétiquement le moindre signe de sa fille, jusqu'à ce qu'elle trouve Forrest assis dans la cuisine, son visage marqué par une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Où est notre fille, Forrest ? Qu'as-tu fait » Sa voix tremblante portait une accusation qui fit reculer son mari. Forrest ne pouvait pas regarder sa femme, ses mains calleuses tremblaient alors qu'il sortait un bracelet en or de sa poche, le nom Amara Ashpo, toujours visible malgré les années. Le silence dans la cuisine était aussi lourd que du plomb tandis que Delila fixait le bijou, son esprit commençant à assembler un puzzle trop douloureux. Je l'ai trouvé avec elle ce jour-là à la plage. J'ai toujours su qui était son père. J'ai toujours su qu'elle appartenait à une autre famille. Quand nous l'avons amenée ici, il y avait des reportages sur une fille disparue, Amara Rea. Je savais que c'était elle, mais si je te le disais, tu n'accepterais pas de la rendre à sa famille. Tu étais enchantée. Nous n'avons jamais eu la chance d'avoir un enfant. La première nuit, Amara a eu de la fièvre et elle s'est calmée avec toi. Au fil des jours, elle est devenue de plus en plus attachée, tout comme nous, et je n'ai pas eu le courage de te le dire. Mais quand j'ai découvert qu'elle était malade, je ne pouvais plus garder ce secret. Je devais faire quelque chose pour sauver Amara. Sa famille biologique a de l'argent pour payer le traitement, la chance pour notre fille, et je ne pouvais pas lui refuser cela. C'est pourquoi je l'ai laissée, confessa-t-il, sa voix se brisant à chaque mot. Un lourd silence s'abattit sur la cuisine. Lorsque Forrest eut terminé sa confession, Delila était paralysée, ses mains serrant le bord de la table si fort que ses jointures étaient blanches. La réalité de ce que son mari avait fait, de ce qu'il lui avait caché si longtemps, était comme une dague dans son cœur. Les souvenirs des 7 dernières années défilaient dans son esprit comme un film désormais entaché par la vérité qu'elle venait de découvrir. Sa voix sortit tremblante, chargée d'un mélange de colère et de douleur. « Et maintenant, où est ma fille ? Où l'as-tu emmenée ? Dis-moi que tu ne l'as pas abandonnée quelque part, Forrest. Dis-moi que notre petite fille est en sécurité, Forrest. » Le visage de Forrest se tordit d'une expression de douleur lorsqu'il révéla enfin ce qu'il avait fait aux premières heures du matin. Il lui parla de la façon dont il avait recherché l'adresse d'Eolis, de la manière dont il avait laissé Amara sur le pas de la porte du manoir. Ces mots étaient comme du poison dans sa propre bouche lorsqu'il décrivit le moment où il avait abandonné la petite fille dans la neige. À chaque détail qu'il partageait, il voyait l'horreur grandir dans les yeux de sa femme. Elle a besoin du traitement, Delila. Sa vraie famille peut se le permettre, ils peuvent la sauver. Je l'ai laissée à leur porte. Je pensais que c'était la seule solution. Le bruit de la gifle résonna dans la cuisine avant que Forrest ne puisse terminer sa phrase. Delila,
toujours si douce et compréhensive, avait des larmes de fureur coulant sur son visage en fixant son mari sans un mot. Elle attrapa son manteau et courut vers la porte. Forrest la suivit, sachant exactement où elle allait. La vieille voiture protesta alors qu'elle tournait la clé avec une force excessive, ses mains tremblant tellement qu'elle pouvait à peine tenir le volant. « Tu vas m'y emmener maintenant, Forrest, et que Dieu m'aide si quelque chose arrive à notre petite fille, car je ne te pardonnerai jamais. » Le trajet jusqu'au manoir d'Éolis se fit dans un silence coupant, seulement brisé par les sanglots occasionnels de Delilah. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, ils ne trouvèrent qu'un vieux jardinier s'occupant du jardin couvert de neige. L'homme les regarda avec suspicion alors qu'ils s'approchaient en hâte. Delilah expliqua qu'ils cherchaient le propriétaire de la maison et leur fille qu'ils avaient perdue sur le pas de la porte du manoir. Ces mots tombaient comme des glaçons sur eux. Le maître a été transporté à l'hôpital en ville tôt ce matin. Il y avait aussi une fille ici, mais je ne sais pas où elle est allée après qu'il se soit effondré. C'était tout un désordre, répondit le jardinier. Le désespoir de Delilah atteignit de nouveaux sommets lorsqu'elle et Forrest se précipitèrent à l'hôpital. C'est là qu'ils obtinrent enfin une piste sur la localisation de leur fille. Une fille avec des ecchymoses violettes avait été admise aux urgences avec un homme qui s'était effondré. La description correspondait parfaitement et Delilah sentit son cœur s'arrêter un instant. C'est elle, Forrest, c'est notre petite fille. Mais pourquoi est-elle aux urgences? Qu'est-il arrivé à notre fille? Les couloirs de l'hôpital semblaient interminables alors qu'ils couraient vers l'aile indiquée. Lorsqu'ils atteignirent enfin la zone restreinte, ils furent arrêtés par une infirmière. Ils durent raconter toute l'histoire, montrer le bracelet que Forrest portait, expliquer la journée à la plage, parler des 7 années de l'éducation d'Amara. À chaque mot, l'expression de l'infirmière devint plus grave. Vous devez parler immédiatement au médecin. La situation est plus compliquée que vous ne pouvez l'imaginer. Delilah raconta au médecin le soupçon que la fille était la fille du millionnaire qui avait été admis. Dès que le médecin les reçut dans son bureau avec une expression sérieuse, ses mots étaient prudents alors qu'il expliquait la situation. Amara et Gideon partageaient la même maladie génétique rare, une condition qui affectait la production des cellules sanguines. Les ecchymoses violettes n'étaient que le premier symptôme de quelque chose de bien plus grave. Delilah sanglota en écoutant, comprenant enfin pourquoi sa fille était tombée malade si soudainement. C'était une confirmation définitive de paternité. La maladie était héréditaire et les tests montraient qu'ils avaient exactement la même mutation génétique. Les prochains mots du médecin firent glacer le sang de tout le monde. La maladie progressait rapidement chez le père et la fille. Gideon était dans le coma et Amara s'était évanouie dans les couloirs de l'hôpital en essayant de le trouver. Le temps leur était compté à tous les deux. Le seul espoir était une transfusion de moelle osseuse spécifique qui ne pouvait être réalisée que si Gideon était conscient pour autoriser et participer à la procédure. Le silence qui suivit était aussi lourd que du plomb. Il doit se réveiller du coma, c'est la seule chance de les sauver tous les deux, mais il doit être conscient et assez fort pour subir la procédure, sinon nous les perdrons tous les deux. Les yeux de Delilah rencontrèrent ceux de Forrest à travers la salle du médecin, des années de douleur et d'amour se mêlant en un seul regard. Le cœur de sa mère se brisa en pensant à Amara seule et effrayée. La culpabilité dans les yeux de Forrest était palpable, mais ce n'était pas le moment pour des accusations. Une vie de secrets et de mensonges les avait menés à ce moment, et maintenant 2 vies dépendaient d'un miracle. « Laisse-moi voir ma fille, docteur, s'il vous plaît, j'ai besoin d'être avec elle maintenant. Après aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai une autre chance. » Le médecin hésita un instant avant de faire la révélation finale qui laissa tout le monde sous le choc. Le test montrait que l'état de tous les deux était critique. Le stress émotionnel de la réunion avait accéléré la progression de la maladie chez Gideon et Amara. C'était une course contre la montre. Si Gideon ne se réveillait pas bientôt du coma pour effectuer la procédure, aucun d'eux ne pourrait survivre. « Vous pouvez la voir, madame, » dit le médecin, « mais je dois vous avertir que nous avons moins de 24 heures pour effectuer la transfusion. Si Gideon ne se réveille pas d'ici là, je ne peux pas garantir qu'ils survivront tous les deux. » Les derniers rayons du soleil de l'après-midi filtraient à travers les fenêtres de l'hôpital, projetant de longues ombres sur les murs blancs de la chambre où Amara était admise. Delilah tenait la petite main fragile de sa fille adoptive, regardant les taches violettes qui semblaient s'assombrir chaque heure. Après un moment, aux côtés de la fille, elle trouva le courage d'aller dans la chambre où Gideon était dans le coma. Forrest la suivit, la laissant prendre les devants. En entrant et en voyant l'homme inconscient, son cœur manqua un battement. Maintenant qu'elle connaissait la vérité, les similitudes entre le père et la fille étaient frappantes et douloureuses à contempler.
Les mêmes taches violettes marquaient leur peau, un rappel cruel du lien de sang qu'ils partageaient. Mon Dieu, ils se ressemblent tellement, la même forme de visage, les mêmes traits délicats, même leur façon de dormir est la même. Quel destin cruel de réunir père et fille de cette manière. La nuit avait déjà couvert les couloirs de l'hôpital lorsqu'Amara ouvrit lentement les yeux, sentant son corps lourd et douloureux contre les draps blancs froids. Dans la pénombre de la pièce, elle distingua les silhouettes familières de Delilah et Forrest endormis dans des chaises inconfortables à son chevet. La voir, après avoir craint qu'il ne l'ait abandonnée, fit serrer son cœur d'une manière différente. Ses petites mains agrippèrent la couverture alors qu'elle observait les visages fatigués et inquiets de ses parents adoptifs. « Ils ne m'ont pas laissé », pensa-t-elle, « vraiment, ils ne m'ont pas abandonné. » Le bruit de conversation dans le couloir attira l'attention d'Amara. Faisant attention à ne pas réveiller Delilah et Forrest, elle se concentra sur les voix venant de l'extérieur. Des infirmières se précipitèrent en passant, commentant l'état grave de l'homme dans le coma dans la chambre 222, le même homme qui s'était évanoui, Gideon, son père biologique. Le cœur d'Amara battait la chamade en entendant qu'il se détériorait rapidement et une force inexplicable la poussa à se lever du lit. Ses jambes tremblaient d'effort, mais elle resta déterminée. « J'ai besoin de le voir. Je dois rencontrer l'homme qui m'a donné la vie. » Avec des pas silencieux et déterminés, Amara se traîna hors de la chambre, s'appuyant sur le mur pour se soutenir. Chaque mouvement était une bataille contre la faiblesse qui consommait son corps, mais quelque chose de plus fort que la douleur la poussait en avant. Les couloirs vides semblaient interminables alors qu'elle cherchait la chambre, se guidant par les numéros sur les portes et le son lointain des moniteurs cardiaques. « J'ai besoin de le voir à nouveau. Il doit me voir. Je dois l'aider. » Le couloir menant à l'unité de soins intensifs attira son attention par des voix élevées. Cachée derrière un chariot de fournitures, Amara apparut à travers l'entrebâillement de la porte, devant un groupe de médecins parlant sérieusement avec une femme élégante qui venait d'arriver. C'était Colette, sa mère biologique, bien qu'Amara ne le sache pas encore. Les mots du médecin aîné tranchèrent l'air comme des lames. « Madame Kett, malheureusement, les 24 heures sont passées. Monsieur Gideon a laissé une demande écrite spécifiant clairement qu'il souhaitait être retiré du support vital s'il tombait dans le coma. Nous avons déjà attendu le délai qu'il avait demandé. Nous devons respecter sa volonté. Nous pourrions faire face à des actions légales si nous ne suivons pas le protocole. » Colette réagit avec désespoir aux mots du médecin, ses mains tremblant en tenant le clipoir avec le document signé par Gideon. Sa voix étranglée résonna dans le couloir alors qu'elle essayait de contester la décision. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je viens de rentrer d'un voyage, je n'ai même pas eu la chance de dire au revoir. Il doit y avoir une autre solution, d'autres traitements, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas juste le laisser partir comme ça. » Le médecin maintint une expression compatissante mais ferme en expliquant la situation. Le document est légal et sans équivoque. Gideon a été très clair dans ses instructions. Les machines doivent être éteintes s'il reste dans le coma pendant plus de 24 heures sans perspective d'amélioration. Les supplications de Colette devenaient de plus en plus désespérées, mais le protocole était clair. « Madame, je suis désolé, mais nous devons respecter ses volontés et les protocoles. » Son activité cérébrale, il a signé le formulaire. « Nous ne pouvons pas annuler la demande d'un patient. Je vous suggère de prendre ces derniers moments pour dire au revoir, » répondit le médecin. En regardant à travers la porte légèrement ouverte, Amara vit une scène qui la fit mal au cœur. Une femme élégante se penchait sur le lit de Gideon en sanglotant, tenant sa main sans vie. Les médecins l'entouraient avec des expressions graves, tandis que l'un d'eux, le médecin aîné, tenait un clipoir avec des documents. « Madame Kett, dit-il d'une voix douloureuse, les 24 heures sont passées. Monsieur Gideon a été très clair dans le formulaire qu'il a signé. S'il tombait dans un coma et qu'il n'y avait aucune amélioration dans ce délai, nous éteindrons les machines. Malheureusement, le moment est venu. » Colette leva son visage taché de larmes, sa voix étranglée coupant le lourd silence de la pièce. Ses doigts agrippaient la main de Gideon comme s'il pouvait le retenir par la force de la volonté. « Vous ne pouvez pas juste le laisser partir comme ça, » dit-elle, « pas après tout ce que nous avons traversé. Nous avons perdu notre fille, il ne peut pas partir sans l'avoir retrouvée. Nous allons la retrouver, je le sais. » Elle se pencha sur son mari, ses sanglots résonnant dans la pièce alors qu'elle murmurait des mots d'amour à son oreille. « Tu as promis de ne plus jamais me laisser seul, Gideon. Tu as promis que nous retrouverions Amara ensemble. » Le médecin s'approcha avec des pas lourds, son expression compatissante mais résolue alors qu'il tenait le document. Le document est sans équivoque. Le dernier souhait de Gideon a été clairement exprimé.
Amara, incapable de contenir ses émotions, explosa soudainement sans penser aux conséquences. Elle sortit de sa cachette et entra dans la chambre des soins intensifs, ses jambes frêles à peine capables de la soutenir. Sa voix, bien que faible, portait une force qui surprit tout le monde présent. « Non, vous ne pouvez pas tuer mon papa. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Je viens de le trouver, s'il vous plaît, ne l'emportez pas loin de moi maintenant. » Le choc sur le visage de Colette fut instantané lorsqu'elle entendit ces mots. Ses yeux, identiques à ceux d'Amara, s'écarquillèrent en reconnaissance alors qu'elle étudiait chaque détail du visage de la fille. Les taches violettes sur la peau d'Amara, si similaires à celles de Gideon, racontaient une histoire que le cœur de sa mère connaissait déjà. Sa voix sortit tremblante, presque un murmure. « Mon Dieu, Amara, ma petite Amara, c'est vraiment toi, mon bébé ?» Avec des larmes coulant sur son visage, Amara commença à raconter son histoire. Comment elle avait été trouvée sur la plage par Forrest et Delilah, comment elle avait grandi aimée et protégée par eux, comment elle avait découvert sa maladie. Ses mots étaient entrecoupés de sanglots alors qu'elle expliquait le manteau brodé qu'elle gardait toujours et comment son père l'avait reconnu, comment il avait rassemblé les pièces du puzzle et réalisé que Forrest l'avait amenée ici pour la sauver, non pour l'abandonner. Ils m'ont aimée comme leur vraie fille toutes ces années, mais maintenant je sais que j'ai 2 pères et 2 mères, et je ne veux en perdre aucun, dit-elle. Colette s'effondra sur une chaise, ses jambes s'affaiblissant sous le poids de la révélation. 7 ans de deuil et de recherche, de nuits blanches imaginant où pourrait être son bébé. Et maintenant elle était là, luttant pour la vie tout comme Gideon. Le destin avait une cruelle ironie en réunissant la famille de cette manière. « Ma fille, toutes ces années à te chercher et maintenant, je peux te perdre toi et ton père le même jour. » Le médecin aîné s'approcha d'Amara, son expression grave mais douce. Avec des mots soigneusement choisis, il expliqua que la situation était encore plus complexe qu'elle n'y paraissait. Il expliqua qu'il ne pouvait pas divulguer des informations sur la fille biologique en raison de la confidentialité médicale. Mais maintenant que la fille s'était révélée, il expliqua la maladie qu'ils partageaient, qui progressait rapidement chez tous les deux. Sans la transfusion de moelle osseuse que seul Gideon pouvait fournir tout en étant conscient, leur chance de survie était minime. « Petite, je sais que c'est difficile, mais tu dois dire au revoir à ton père et comprendre que sans qu'il se réveille pour effectuer la procédure, toi aussi, » continua-t-il. Les moniteurs cardiaques maintenaient leur rythme régulier et impersonnel alors qu'Amara s'approchait du lit de Gideon. Ses petites mains tremblaient en touchant les doigts sans vie de son père biologique, remarquant à quel point ils étaient similaires aux siens. Colette observait la scène avec un cœur brisé, voyant sa famille enfin réunie dans les circonstances les plus cruelles. Comment le destin peut-il être si cruel? J'ai retrouvé ma fille seulement pour la perdre à nouveau. Les médecins commencèrent à préparer les procédures pour déconnecter les machines, leurs mouvements méthodiques contrastant avec l'intensité émotionnelle du moment. Amara refusa de quitter le côté du lit, ses larmes tombant silencieusement sur la main de Gideon tandis que Colette sanglotait de l'autre côté. Le temps semblait s'être figé dans cette chambre d'hôpital où 3 vies étaient sur le point d'être brisées à nouveau. Ce n'est pas juste. Je viens de retrouver ma vraie famille. Je viens de découvrir que j'ai une famille adoptive qui ferait n'importe quoi pour moi et tout pour me voir en bonne santé, et maintenant je dois dire au revoir. À ce moment-là, Delilah et Forrest apparurent à la porte de la chambre, ayant repris conscience et découvert l'absence d'Amara. Le regard qu'ils échangèrent avec Colette était chargé d'années de secrets et de culpabilité, mais aussi d'un amour inconditionnel pour le même enfant. Amara regarda ses 4 parents, son cœur débordant d'amour et de douleur. « Comment puis-je partir et vous quitter? Comment papa peut-il partir sans vraiment me connaître ?» Le médecin s'avança, son expression compatissante mais ferme alors qu'il tenait le clipoir avec le formulaire signé par Gideon. Le temps pressait et une décision difficile devait être prise. Sa voix était douce mais résolue lorsqu'il s'adressa à tout le monde présent. « Je suis désolé, mais nous devons commencer les procédures. » Il suggéra de prendre ses derniers moments pour dire au revoir, tant à Gideon qu'à Amara. Il ne termina pas la phrase, mais tout le monde comprit le poids de ces mots non dits. Alors que les médecins se préparaient à éteindre les machines, Colette tenait toujours la main de Gideon, incapable d'accepter la réalité de ce moment. C'est alors que quelque chose s'éveilla en Amara, une force venant des profondeurs de son âme, un dernier cri de désespoir à la possibilité de perdre son père biologique pour toujours. Ses jambes tremblaient alors qu'elle s'approchait du lit, mais sa voix sortit forte et claire, coupant le lourd silence de la pièce. « Papa, je suis là, c'est moi, ton Amara, ta petite fille que tu cherchais depuis tout ce temps. S'il te plaît, papa, reviens à moi, ne me laisse pas te perdre à nouveau, papa. »
Un mouvement soudain dans la main de Gideon fit retenir son souffle à tout le monde. Ses doigts se serrèrent doucement ceux d'Amara et ses yeux commencèrent à papilloter sous ses paupières fermées. Colette laissa échapper un sanglot d'espoir tandis que les médecins se précipitaient pour vérifier ses signes vitaux. La voix d'Amara semblait avoir traversé les barrières du coma, atteignant une partie profonde de la conscience de son père. « Regarde, maman, Colette, il serre ma main, papa revient vers nous, il entend ma voix. » Les secondes suivantes semblèrent s'étirer comme des heures alors que Gideon luttait pour se réveiller. Ses yeux s'ouvrirent enfin, désorientés au début, mais trouvant bientôt le visage d'Amara. La reconnaissance fut instantanée, comme regarder dans un miroir de son passé, sa fille qu'il pensait avoir perdue pour toujours en mer. Sa voix sortit rauque et faible mais chargée d'émotion. « Ma petite princesse, je savais qu'un jour je te retrouverais. Toutes ces années, je n'ai jamais cessé de te chercher. » L'équipe médicale se mit immédiatement en action, effectuant rapidement des évaluations tout en expliquant la situation critique à Gideon. Le temps était essentiel, lui et Amara devaient commencer la procédure de transfusion dès que possible. Entre les larmes et les sourires, père et fille étaient prêts à être emmenés en salle d'opération. « Je n'ai pas peur, papa, » murmura Amara, ses petites mains tenant toujours fermement les siennes. « Maintenant que je t'ai trouvé, je sais que tout ira bien. » Quelques minutes plus tard, dans la salle d'opération, les brancards furent positionnés côte à côte, permettant au père et à la fille de maintenir le contact visuel pendant les préparatifs. Le médecin travaillait urgemment, conscient que chaque minute était précieuse. Gideon, même faible, ne détachait pas les yeux d'Amara, comme craignant qu'elle ne disparaisse à nouveau. « Tu es encore plus belle que dans mes rêves, ma petite, et plus forte aussi, forte comme ta mère, Colette, » dit-il. La complexité de la procédure exigeait une concentration totale de l'équipe médicale, mais il se passait quelque chose de spécial dans cette salle. La connexion entre père et fille semblait transcender le physique, créant une énergie que tout le monde pouvait sentir. Les médecins remarquèrent, surpris, comment leurs signes vitaux semblaient synchronisés, comme si leur corps reconnaissait le lien génétique qu'ils partageaient. « C'est incroyable, » murmura le médecin en chef à son équipe, « c'est comme s'ils se guérissaient mutuellement. » Colette observait tout à travers la vitre de la salle d'opération, ses mains pressées contre le verre comme si elle pouvait le traverser et toucher sa famille. À ses côtés, Delilah et Forrest attendaient également, unis par leur inquiétude pour Amara. Le passé de secret et de culpabilité semblait dérisoire face au miracle qu'ils étaient témoins. « Notre petite fille nous unit d'une manière que nous n'avions jamais imaginée, » murmura Delilah, recevant une compréhension en serrant la main de Colette. Les minutes se transformèrent en heures alors que la procédure progressait. À chaque étape accomplie, les médecins étaient surpris par la réponse positive des deux patients, comme si l'amour et la connexion entre eux étaient plus puissants que ce que la médecine pouvait nommer. Lorsque la procédure fut terminée, tout le monde dans la salle pouvait sentir qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Les signes vitaux du père et de la fille étaient forts et stables d'une manière qui défiait les attentes médicales. Gideon sourit à Amara, qui rendit le même sourire, si identique qu'il n'y avait aucun doute sur leur parenté. « Tu vois, papa ? Maintenant, personne ne pourra nous séparer à nouveau, » dit-elle. Le transfert vers la salle de réveil se fit avec soin, mais il était déjà évident que les deux répondaient étonnamment bien au traitement. Les médecins ne pouvaient cacher leur étonnement face à la récupération accélérée. Les ecchymoses violettes qui couvraient auparavant leur corps n'étaient maintenant que des ombres douces disparaissant plus vite que tout pronostic ne pouvait le prévoir. « C'est un miracle !» s'exclama le médecin en chef en vérifiant les résultats des tests. La connexion génétique entre eux est si forte qu'ils se sauvent littéralement mutuellement. Dans les heures qui suivirent, l'équipe médicale surveilla de près les signes vitaux du père et de la fille, s'émerveillant de la récupération extraordinaire des deux. Gideon et Amara furent placés dans la même salle de réveil, leur lit assez proche pour qu'ils puissent maintenir le contact qui semblait vital à leur guérison. « C'est comme s'ils n'avaient jamais été séparés », commenta Colette en observant comment même leurs battements de cœur suivaient le même rythme. Les premières heures du matin trouvèrent la famille réunie dans la salle de réveil. Colette, Delilah et Forrest ensemble, regardant le miracle se dérouler devant eux. La maladie qui avait failli les séparer pour toujours semblait maintenant fondre comme la neige au soleil, vaincue par la puissance de l'amour et la connexion entre père et fille. « Tu vois, » murmura Amara, sa voix déjà plus forte, « papa et moi avons guéri ensemble, comme cela a toujours dû être. » Les médecins effectuèrent de nouveaux tests chaque heure, documentant ce qu'ils appelaient un cas extraordinaire. Les résultats montraient une récupération qui défiait toutes les statistiques médicales connues.
C'était comme si la réunion entre père et fille avait débloqué un pouvoir de guérison que la science ne pouvait pas pleinement expliquer. Certains liens sont plus forts que la médecine elle-même, réfléchit le médecin en chef en observant les sourires identiques de Gideon et d'Amara. Parfois, l'amour est le meilleur remède, il n'y a pas de limite. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque les tests finaux confirmèrent ce que tout le monde pouvait déjà voir. Gideon et Amara se rétablissaient à une vitesse impressionnante. La maladie qui semblait autrefois invincible reculait maintenant, vaincue par la force du lien entre père et fille. Dans la salle de réveil, Gideon tenait la main d'Amara, tous deux épuisés mais heureux, leur corps enfin libéré des ecchymoses violettes qui les avaient tourmentés pendant si longtemps. Maintenant, oui, murmura Gideon en regardant sa fille avec un amour infini, notre famille est de nouveau complète. Quelques semaines plus tard, le soleil entrait doucement par les fenêtres de l'hôpital alors que les médecins effectuaient l'évaluation finale de Gideon et d'Amara. Les résultats étaient étonnants, il n'y avait plus aucune trace de la maladie chez eux deux. L'équipe médicale fit leurs adieux avec des sourires émouvants, sachant qu'ils avaient été témoins d'un véritable miracle. Amara, assise au bord du lit de son père, tenait la main de Gideon d'une main et celle de Delila de l'autre, créant un pont physique entre ces deux familles. N'est-ce pas drôle ? Maintenant, j'ai une grande famille, j'ai 2 fois plus d'amour que la plupart des gens, dit-elle. Le moment du départ de l'hôpital approchait et une tension silencieuse flottait dans l'air. Colette et Gideon échangèrent des regards inquiets, conscients du dilemme auquel ils étaient confrontés. Amara avait passé 7 ans à être aimée et élevée par Delila et Forrest, mais elle était leur fille biologique. La jeune fille ressentait l'appréhension de tout le monde, son cœur partagé entre l'amour pour les parents qui l'avaient élevée et la nouvelle connexion découverte avec ses parents biologiques. Le silence fut brisé par Gideon qui se leva lentement du lit, encore un peu faible, et marcha jusqu'à l'endroit où Forrest se tenait. « Tu as sauvé notre fille quand la mère nous l'a prise, maintenant c'est à notre tour de te rendre ce cadeau, » dit-il en tendant la main à Forrest, un geste chargé de plus de sens que de simples mots. Le vieux pêcheur hésita un instant, le poids de la culpabilité toujours visible sur ses épaules, mais Gideon ne recula pas et le pêcheur serra sa main avec une voix ferme et des yeux embués de larmes. Il surprit tout le monde. « Forrest, Delila, vous n'êtes pas les parents adoptifs d'Amara, vous êtes ses parents autant que Colette et moi le sommes. Votre amour l'a maintenue en vie toutes ces années et maintenant je veux que vous continuiez à faire partie de sa vie, » dit-il. Les sanglots étouffés de Delila résonnèrent dans la pièce alors qu'elle serrait Colette dans ses bras, des années de culpabilité et de peur se dissolvant dans cette étreinte. Les deux mères, si différentes dans leurs origines mais si semblables dans leur amour pour Amara, commencèrent à planifier comment elles pourraient faire fonctionner cette situation unique. « Notre fille mérite d'avoir tout ce qu'il aime dans sa vie, » dit Colette en tenant les mains de Delila. « Créons une famille différente, plus grande et plus forte, la forêt toujours en proie au remords d'avoir caché la vérité si longtemps. » Dans les yeux de Gideon, il n'y avait pas la condamnation qui l'attendait, mais de la compréhension. L'homme d'affaires posa sa main sur l'épaule du pêcheur, sa voix chargée d'émotion. « Tu l'as protégée quand je ne pouvais pas. Tu as gardé ce bracelet toutes ces années parce qu'au fond, tu savais qu'un jour nous aurions besoin de la retrouver. Je ne te remercierai pas d'avoir caché la vérité, mais je te serai éternellement reconnaissant d'avoir aimé et pris soin de notre fille. » Amara regarda la scène avec des yeux brillants, le cœur débordant de joie en voyant ces deux familles se réunir. Avec l'innocence et la sagesse que seul un enfant peut avoir, elle prit les mains de ses parents, les joignant dans un cercle improvisé autour de son lit. « Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Il y a tant d'amour dans mon cœur pour vous tous. Pourquoi ne pouvons-nous pas être une seule famille, plus grande et plus spéciale que les autres ?» Colette prit l'initiative suivante, surprenant tout le monde en sortant des documents de son sac. Il s'agissait des papiers de garde partagés qu'elle et Gideon avaient préparés pendant la convalescence à l'hôpital. Les larmes aux yeux, elle expliqua sa décision. « Nous voulons que vous restiez légalement ses parents aussi. Amara mérite d'avoir tous ceux qui l'aiment officiellement dans sa vie. Ce n'est pas parce que nous avons retrouvé notre fille que vous devez la perdre. » La réaction de Delila fut immédiate. Ses jambes fléchirent et elle dut s'appuyer sur Forrest, le pêcheur. Ce dernier regarda les papiers de Colette avec incrédulité, sa voix se brisant lorsqu'il réussit enfin à parler. « Après tout ce que nous avons fait, après avoir caché la vérité si longtemps, vous voulez encore nous garder dans sa vie? Comment pouvez-vous nous faire confiance ainsi ?» Gideon se leva du lit d'hôpital, encore un peu instable, et se dirigea vers la fenêtre. Le soleil illuminait son visage. Lorsqu'il se retourna pour faire face à tout le monde dans la pièce, ses mots sortirent lentement et avec réflexion. La confiance n'est pas quelque chose qui se donne facilement après tant de douleur,
mais l'amour que vous avez pour Amara est authentique et pur. Notre fille a survécu non seulement grâce à la connexion que nous avons, mais aussi parce que vous l'avez aimée inconditionnellement toutes ces années. Amara sauta du lit et courut les étreindre tous, les tirant plus près les uns des autres. Le geste spontané de la fille brisa la dernière barrière de formalité entre eux. Colette et Delilah commencèrent à discuter de l'organisation des visites, tandis que Gideon et Forrest parlaient de la manière dont ils pourraient unir leurs mondes si différents. Maintenant, oui, dit Amara avec un sourire radieux, nous sommes une vraie famille, une famille différente mais très spéciale. Les médecins venus pour la sortie finale trouvèrent une scène inhabituelle, des adultes assis autour du lit d'Amara, planifiant un avenir commun. Colette suggéra que Delilah et Forrest se rapprochent, offrant leur aide pour trouver un nouveau logement. Gideon parla de l'achat d'un nouveau bateau pour Forrest afin qu'il puisse continuer à pêcher, mais plus en sécurité. Notre famille peut être différente de la norme, dit Colette, mais cela la rend seulement plus forte et plus belle. Une infirmière entra avec un fauteuil roulant, selon le protocole hospitalier pour la sortie, mais Amara avait d'autres plans. Tenant les mains de Gideon et Forrest, une de chaque côté, elle insista pour sortir en marchant, soutenue par ses deux pères. Colette et Delilah les suivirent de près, discutant déjà comme de vieilles amies des préférences et des habitudes de la fille alors qu'ils descendirent dans l'ascenseur. Gideon surprit tout le monde avec une autre annonce. Il ne voulait pas seulement que Delilah et Forrest restent dans la vie d'Amara, il prévoyait de les aider à créer leur propre entreprise de pêche, quelque chose qui pourrait garantir leur subsistance de manière plus sûre. Forrest commença à protester, fier d'être pêcheur, mais Gideon l'interrompit avec excitation. « Ce n'est pas de la charité, Forrest. C'est un partenariat. Tu connais la mer mieux que quiconque et je connais les affaires. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose qui bénéficie non seulement à notre famille, mais à toute la communauté de pêcheurs. » Le hall de l'hôpital, normalement un lieu d'adieu, fut désormais témoin d'un nouveau départ. Amara insista pour prendre une photo avec ses 4 parents avant de partir, la première de nombreuses qui immortaliserait sa famille unique. Le personnel de l'hôpital s'arrêta pour observer cette scène inhabituelle. L'homme d'affaires élégant, l'épouse sophistiquée, le pêcheur humble et son épouse, tous unis autour d'une petite fille qui souriait comme si elle possédait tous les trésors du monde. « Cette photo restera sur ma table de chevet », déclara Amara, « ainsi je me souviendrai toujours du jour où ma famille est devenue complète. » Gideon prit le petit sac à dos d'Amara avec ses affaires, trouvant au fond le manteau brodé qui avait déclenché tout ce voyage. Tenant le tissu avec soin, il le remit à Delilah. « Tu as gardé non seulement le manteau, mais aussi tous ses souvenirs. Maintenant, je veux que nous continuions à créer de nouveaux souvenirs ensemble. » Delilah prit le manteau avec des mains tremblantes, sa voix se brisant d'émotion. « Nous lui en ferons un nouveau, tous ensemble, un qui représente notre nouvelle famille. » Dans le parking de l'hôpital, 2 réalités différentes se rencontrèrent, la Mercedes de Gideon et la vieille voiture de Forrest stationnée côte à côte. Amara regarda de l'une à l'autre, une petite ride d'inquiétude se formant sur son front. Ce fut Colette qui remarqua en premier le dilemme silencieux de sa fille. Avec un sourire doux, elle fit une suggestion qui changerait le cours de ce moment. « Pourquoi ne partons-nous pas tous ensemble? Gideon peut conduire et ainsi nous commençons notre nouvelle vie de famille dès maintenant. » Pendant le trajet, les plans commencèrent à se faire naturellement. Colette et Delilah discutèrent de l'organisation des repas du dimanche, une semaine au manoir Hollis, l'autre à la maison simple en bord de mer. Gideon, conduisant prudemment, échangea des idées avec Forrest sur la manière de moderniser l'entreprise de pêche sans perdre l'essence du travail artisanal. « Nous pouvons créer une coopérative », suggéra Gideon, son enthousiasme infectant même le réservé Forrest, quelque chose qui combine les connaissances traditionnelles des pêcheurs avec la gestion moderne. Amara observait tout depuis le siège arrière, le cœur débordant de bonheur de voir ces 2 familles se fondre si naturellement. Soudain, elle eut une idée qui fit briller ses yeux. « Nous pouvons faire un calendrier, chaque jour spécial nous pouvons célébrer 2 fois. » La voiture glissa en douceur le long de la route côtière, où pour la première fois, le silence qui s'installa était confortable, plein de promesses. Colette se tourna pour regarder Amara, qui somnolait légèrement en s'appuyant sur l'épaule de Delilah. La scène toucha son cœur de manière inattendue. « Tu sais, Delilah, chuchota-t-elle, j'ai toujours imaginé que lorsque j'aurais retrouvé ma fille, il serait difficile de partager son amour. Mais maintenant je vois que l'amour ne le divise pas, il le multiplie. » Des mois plus tard, le soleil du dimanche baignait les jardins du manoir Hollis où Amara jouait à cache-cache parmi les arbres avec ses 4 parents. Colette et Forrest formaient un duo improbable dans la recherche,
tandis que Gideon et Delilah se cachaient avec l'expérience de ceux qui avaient joué des centaines de fois. Les rires résonnaient dans l'air, dissolvant tout souvenir des tensions passées. « Je n'aurais jamais pensé voir mon père courir et rire ainsi », murmura Amara à Colette en regardant Gideon essayer de s'échapper de Forrest derrière un arbre dans la piscine. Plus tard, les différences sociales qui semblaient autrefois si importantes se dissolvaient dans l'eau. Delilah apprit à Colette à mieux nager, tandis que Forrest partageait de vieilles histoires maritimes avec Gideon. Amara nageait parmi eux, le cœur débordant de bonheur de voir ces deux familles devenir une seule. « Regarde !» cria-t-elle en formant une étoile dans l'eau, « j'ai appris le meilleur de chacun de vous. » Les après-midi de dimanche devinrent des moments magiques dans le salon. Gideon avait appris de Forrest l'habitude de raconter des histoires, mélangeant ses aventures d'affaires avec les récits marins de l'ancien pêcheur. Amara s'asseyait au centre du groupe, les yeux brillants, tandis que Colette et Delilah partageaient également leurs souvenirs, ajoutant des détails qui donnaient vie aux histoires. « Raconte-les encore, papa Forrest, comment toi et maman Delilah m'avaient trouvé, et ensuite je veux entendre comment papa Gideon et maman Colette sont tombés amoureux, » demanda Amara dans le jardin arrière qu'ils avaient créé, un espace spécial reflétant l'union de leur vie. Une balançoire en bois faite à la main par Forrest était suspendue à un vieil arbre que Gideon avait préservé lors de l'achat du manoir. Là, les deux mères s'asseyaient souvent avec Amara entre elles, regardant le coucher du soleil tout en partageant rêves et confidences. Les moments les plus précieux étaient ceux où tout le monde se réunissait sur le porche pour regarder les étoiles. Gideon avait installé un télescope et Forrest utilisait ses connaissances en navigation pour enseigner à Amara les constellations. Colette et Delilah, assises dans des chaises en osier confortables, échangeaient des regards de contentement face à l'harmonie qu'elles avaient construite. Chaque étoile a sa propre lumière, et expliqua Forrest à sa petite fille, tout comme chacun de nous apporte sa propre brillance pour former cette famille. Les nuits au manoir avaient un rituel spécial. Tout le monde se rassemblait dans la bibliothèque, maintenant transformée en un espace confortable avec des coussins éparpillés sur le sol. Chacun avait son endroit préféré, Gideon dans son vieux fauteuil, Colette se penchant en arrière sur un canapé, Delilah et Forrest partageant un canapé confortable, et Amara toujours en mouvement pour être près de l'un d'eux. Ensemble, ils lisaient des livres, partageaient des histoires ou simplement profitaient du silence confortable que seules les familles véritablement unies connaissent. « C'est drôle », murmura Amara une nuit, « comment cette pièce qui était autrefois si formelle est maintenant l'endroit le plus confortable de la maison. » Les anniversaires d'Amara devinrent des célébrations spéciales qui duraient 2 jours entiers. Le premier jour, une fête élégante au manoir avec tous ses amis d'école et la haute société. Le second, une célébration simple et chaleureuse à la plage avec les familles de pêcheurs et des jeux dans le sable. La fille veillait à avoir ses 4 parents présents lors des 2 moments, montrant fièrement comment chacun contribuait à son bonheur. « Il n'y a pas de plus grande richesse, » disait-elle souvent, que d'avoir une famille qui s'aime. Dans la chambre d'Amara, un mur entier avait été transformé en une fresque photo, des images des semaines passées capturant des moments précieux de sa famille unique. Il y avait des photos des matinées de dimanche jouant dans le jardin, et même quelques tentatives désastreuses où ils essayaient tous de cuisiner des gâteaux ensemble. Dans chaque image, les sourires étaient sincères, les poses naturelles, racontant l'histoire de comment l'amour peut transformer des étrangers en famille. « Regarde cette photo », pointa Amara, celle où nous étions tous couverts de farine. C'est quand nous avons essayé de faire un gâteau et avons fini dans une bataille de fleurs. Les après-midi étaient particulièrement magiques lorsque tout le monde se réunissait dans la salle de musique. Colette découvrit que Delilah avait une belle voix et l'encouragea à chanter tandis que Gideon accompagnait au piano, qui était toujours fermé auparavant. Forrest surprit tout le monde avec son talent naturel pour la percussion, utilisant un vieux seau comme tambour. Amara dansait au centre de la pièce, tournoyant parmi ses parents, le cœur débordant de joie de voir comment la musique unissait leur famille d'une manière que les mots ne pouvaient pas. « Quand nous chantons ensemble, » dit-elle pendant une pause, « on a l'impression de n'avoir jamais été séparés. » Les soirées de jeux devinrent une tradition sacrée. La grande table de la salle était couverte de différents jeux de société et les rires résonnaient à travers le manoir alors que tout le monde jouait de manière amicale, sans tricherie. Amara protestait entre les rires. « Vous 4 vous liguez contre moi. » Les samedis matins, il transformait l'immense jardin du manoir en espace pique-nique. Colette surprit tout le monde en révélant qu'elle aimait s'allonger sur l'herbe, quelque chose qu'elle ne s'était jamais permis auparavant. Pendant ce temps, Gideon apprenait à Delilah comment faire voler des cerfs-volants, une compétence qu'elle avait développée au fil des années à jouer avec Amara sur la plage.
Forrest, toujours l'observateur, consignait ces moments dans un petit carnet, créant de petits poèmes sur leur famille particulière. « Regarde, dit-il un de ces matins, comme la vie est généreuse. Elle nous a donné une fille et nous avons gagné une famille entière. » Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées rappelant la broderie du petit manteau blanc, maintenant encadré comme une relique précieuse sur le mur du salon. Gideon et Forrest conversaient tranquillement sur le porche, leurs regards se tournant de temps en temps vers Colette et Delilah qui apprenaient à Amara à planter des fleurs dans le jardin. La fille saine et heureuse courait entre ses 4 parents avec la liberté de quelqu'un qui sait qu'elle est profondément aimée. Le destin, dans sa sagesse mystérieuse, avait transformé une tragédie en un miracle, unissant 2 familles qui n'étaient désormais qu'une seule. Les douleurs de leur vie étaient devenues des souvenirs lointains, remplacés par des moments de joie partagée. L'amour qui avait commencé à se diviser entre 2 foyers débordait maintenant dans chaque recoin du manoir Hollis, prouvant que la famille n'est pas seulement une question de sang ou de nom, mais de cœurs qui choisissent de battre ensemble. « Nous sommes si bénis de nous avoir les uns les autres », murmura Amara, son sourire illuminant le crépuscule. « Parfois, il faut se perdre pour trouver un amour encore plus grand,